à mon dernier repas. Je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. Et Bon appétit, bien sûr. À mon dernier repas. Bonsoir et bienvenue dans Bon Appé, C'est le dernier épisode de la saison 1. Ah là là. Je serai ce soir accompagné de l'inénarrable, l'ineffable Jean Dindon comme d'habitude. Bonjour Jean Dindon. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, super. C'est le vendredi soir. Et nous avons une invitée de marque, à savoir May, que je ne connais pas mais que j'adore déjà. Bonsoir May. Bonsoir. May, tu connais le principe de l'émission? Oui, et quand même, j'ai fait mes petits devoirs. Et ben ça tombe bien, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Oh waouh. Alors, sur ma version sincère, on écoute des extraits d'Actual Play qui sont plus ou moins prévus à l'avance et on en profite pour dérouler un fil potentiellement infini de conversation autour de ce que ça nous inspire. Voilà. Il y a une autre version? Oh, il y avait une version peut-être un petit peu plus, je sais pas, corpo quoi, dire qu'on est là justement sérieusement pour analyser les Actual Play, etc. Mais dans la réalité, bon, ça serait mentir. Ouais, et puis alors les corpos qui nous écoutent, j'ai autant de dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, je pense qu'on est bien quoi. Ce soir, pour le dernier épisode de la saison, je le rappelle. Que de tristesse. On va aller dans un restaurant que personne ne connaît. Moi, j'ai regardé l'aventure, c'est tout. On va tout découvrir sur pièce. Et comme d'habitude, on va juger, etc. On vous a écouté, donc on mettra des notes aux extraits d'AP, notes aux MJ, notes aux joueurs à la fin. Donc restez jusqu'au bout. Jean Dindon, t'as quelque chose à rajouter pour ce dernier épisode? Ouais, je suis attendu en cuisine. J'aimerais bien. À tout de suite. Donc là, c'est le moment où Jean Dindon pour une vraie pause. Et nous, on papote. Et après, on le laisse monter. Et puis voilà, il se démerde. Très bien. Bon, quand tu parlais de notes, juste pour être sûr, c'est pas des notes sur 20, c'est plus des notes écrites. Non, mais on va pas mettre de notes. C'est vraiment, je me fous de la gueule des gens qui disent qu'on n'est pas assez Gordon Ramsay, etc. Donc je les taquine. Hein. Non, Il faudrait pas qu'on de soit notes, on incisif juge rien. sur le contenu, c'est ça? Il y a des gens qui aimeraient bien qu'on soit incisif des fois, ouais, sur le contenu. Oh, wow. Et on leur a expliqué que on ne savait pas faire l'exercice comme ça. Du coup, je les taquine. De toute façon, on va pas au resto pour s'engueuler, hein. Enfin, je sais pas. Bah, au resto, cela dit, moi, j'ai juste que je bouffe au resto, quoi. C'est pas de problème à le faire. Ah, j'aime bien être bon public quand même, d'essayer d'apprécier ce qui est bon, quoi. Enfin, à moins vraiment qu'on me serve de la boîte, mais bon. Est-ce que, d'une manière générale, genre, t'es bon public? Ouais, de ouf. Genre, t'aimes tout, tu vas voir un film, t'es trop contente. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai vu Suicide Squad, j'ai bien aimé. Donc, Ouais. je pense qu'on peut partir sur une bonne marge de bon public, quoi. Mais en vrai, les gens comme toi, personne n'a de problème avec eux, quoi. Alors que moi, je suis ce fils de pute, tu vois. Je sors du ciné, je râle sur tout. Là, en ce moment, les gens sont en train de se branler sur Stranger Things, que j'ai bien aimé. Mais j'en dis du mal dans les conversations, quoi. Je suis vraiment... Eh ben, j'ai pas été le public, je pense, de Stranger Things. C'est pas une raison pour cracher dessus, mais c'est pas mon délire, quoi. Je sais pas. Ça m'est complètement tombé des mains. Ah, Jean Dindon est de retour. Mais bon. Donc on cachera sur Stranger Things en plus à la fin de l'émission quand on aura noté tous les AP de la saison sur 20. Jean Dindon, est-ce que la régie est prête? Oui, la régie a mis 10 sur 10 à Stranger Things, il me semble. Et bah du coup, je vous invite à rentrer dans le petit resto. Je vais préparer le petit stream. Tu vas me dire si tu le vois. Et vous allez pouvoir aussi régler le volume de votre côté. Vas-y, je mets le jingle tapas pendant ce temps-là. Ah bah c'est pas compliqué, j'ai de tout. Hein. J'ai de la merdier, j'ai de la chipot, j'ai de la côte de veau, de la côte de bœuf, de la côte de porc, de la côte de poulet. Tout ce que je connais comme animal, je te l'ai grillé, c'est pas compliqué. Et bah vos stylos, on va se prendre un premier petit extrait du coup. Vous voyez bien le stream? Oh oui. Je suis trop content. Tu reconnais? Oui, C'est chez lui derrière en fait. C'est son vrai, c'est imprimante Canon. après, juste là. Bon bah écoute, tu connais donc en fait mieux que moi probablement. C'est possible, ouais. Alors le premier extrait que je vais le prendre à 21 minutes 29 parce que pourquoi pas. On est parti pour 1 minute, à vos stylos. Bien. Les guerriers, les gardes, autour d'elle semblent devenir fous, courant dans tous les sens, en étant complètement incohérents. Bon, les sorceleuses ou on l'est pas, il y a un moment faut y aller. Sans même réfléchir, je débouche une de mes fioles. On va juste aller ici et mettre qu'il nous reste 2 potions. Une de mes fioles que j'avale en un instant. Ok. Je débouche une de mes fioles que j'avale en un instant. La sensation est toujours la même, entre agréable et douloureuse. Je sens le poison se glisser dans mes veines, m'emporter... se glisser dans mes veines, brûler mes muscles. Se glisser dans mes veines, brûler mes muscles. Et ma vision s'ajuste. Je la vois maintenant.
Je vous laisse prendre vos petites notes sur des trucs éventuels que ça vous inspire. J'ai lointain. On a le droit de parler de son plaid incroyable ou... On va être obligé de commencer par ça. Ouais. Non, franchement, on peut faire 10 minutes. C'est un excellent choix d'AP. J'y aurais jamais pensé et je suis trop content. Tu m'expliqueras ce qu'on regarde à la fin. Je sais pas plus ce qu'on regarde. Je connais un peu la chaîne ligne éditoriale et tout. Voilà. Ok. Alors, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que nous on a une petite image en plus, ce que t'as reçu comme information pour situer un peu quoi. Bon, alors ce que je vois, c'est qu'on est sur une improvisation en JDR solo, si je ne m'abuse, Oui. et écrit Absolument. en live. Je vois un chat, donc en effet, c'est quelque chose qui n'est pas forcément monté, en tout cas pas au moment où elle le diffuse. Oui, qui est monté dans la version qu'on a là. Ça a été remonté ensuite pour être publié sur YouTube ou quelque chose comme ça. Ouais, me semble. Yes. Ok, je l'ai même pas senti. On fera attention Ok. au deuxième tapas. Hein. Quoi d'autre, mais Bah après visuellement, je sais pas, il y a l'air d'avoir une carte. Je connais pas du tout le principe du jeu de rôle solo, donc là il va falloir peut-être m'aiguiller derrière, mais c'est peut-être quelque chose qui lui permet d'improviser sur le tas avec un détail qui lui est imposé, genre le passé trouble. Ouais, elle a l'air d'avoir une petite carte d'inspiration qu'elle a tirée pour s'aider, effectivement. Un oracle, je crois que c'est le terme. Un oracle. Et oui, ça a l'air d'être comme écrit la saga d'une sorceleuse, donc elle a l'air de se booster pour se mettre en préparation d'un combat qui semble épique, en tout cas ce Ouais. que laisse entendre le texte et la musique qui sont en fond. C'est du The Witcher avec une saga d'une sorceleuse en solo, en live probablement Twitch ou autre, et repiqué sur YouTube derrière. Et avec une notion aussi d'écriture un peu littéraire de son aventure. Moi, c'est tout ce que j'ai dit, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Je récapitule. Je pense qu'on a tout. Et je rajoute que je suis trop content de faire un JDR solo. J'y aurais jamais pensé. Voilà, je suis trop content. Je suis trop content. Donc la chaîne s'appelle ITA, Imagine ton aventure. Ça, c'est une saga The Witcher. J'ai l'impression qu'il y a plein d'autres vidéos, on découvre. Enfin, moi, je découvre. Et bah, mais est-ce que ça t'as noté un petit truc que ça t'inspire une take, une question, une assertion provocante? Moi, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que pendant qu'elle faisait l'écriture, au-delà de la découverte du format solo, j'ai bien aimé parce qu'elle commençait direct en écrivant à se booster intérieurement. J'aime bien aimer la phrase « on est sorceleuse ou on ne l'est pas ». Donc ça se voit qu'elle essaye déjà de se projeter dans un personnage, enfin déjà, je sais pas si on est au début ou en cours d'une aventure, mais on voit qu'elle essaye de mettre une mentalité et d'insuffler ça dans son écriture, même si c'est pas forcément écrit texto dans le texte. Je trouve ça intéressant qu'elle se booste, Oui. notamment aussi avec la musique qui doit bien la mettre dans le mood, et j'avoue que c'est un truc qui joue beaucoup pour moi. En plus, enfin, le JDR solo, c'est assez propice à la mécanique d'introspection. Parce que si jamais tu fais littéralement tout dans ta tête avec des jets de dés, que tu ne passes pas un peu de temps à essayer d'exprimer à haute voix un certain nombre de choses que tu fais, c'est un peu difficile. Et c'est la même chose quand tu joues un board game solo, je trouve. Board game solo, très souvent, moi quand je fais des jeux pour le boulot, je dois les tester et des fois je les teste tout seul. Et je le fais beaucoup à haute voix parce que c'est très très dur sinon de jouer juste dans sa tête sans jamais rien sortir. C'est un truc que vous pratiquez souvent? Moi, le jeu de rôle solo, j'en ai jamais fait, mais ça m'intrigue beaucoup. Parce que là, tu dis, elle écrit, elle parle la voix haute et elle se stream. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un impératif pour qu'elle reste dans la partie et qu'elle exprime au maximum les choses qu'elle est en train de penser, quoi, pour pas que le truc reste à l'intérieur de sa tête, quoi. Ouais, c'est motivant du coup d'avoir un public, effectivement, en plus de noter des trucs. D'ailleurs, le JDR solo en AP, je trouve ça marche pas mal du tout, en général. Ben effectivement, j'avais découvert ça avec Sandrone, sur sa partie, une de ses parties d'Iron Sworn, et je me suis même dit que ça me motiverait plus d'être en stream ou d'avoir un espèce de, voilà, je le disais, quoi, un impératif ou même de devoir tenir un récit ou quelque chose comme ça écrit. Ça me paraissait une bien meilleure manière que de jouer tout seul dans ma tête. Justement, la chaîne Imagine ton aventure, j'y suis déjà passé, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, comment elle le faisait, les outils qu'elle employait, toute la méthode, toute sa culture de jeu, quoi, en fait, parce que ça me fascine, quoi. J'ai l'impression que c'est à contresens de plusieurs choses qui me paraissent logiques dans ma pratique, tu vois. Quand je fais du jeu de rôle, je le fais pour être avec des personnes que j'aime bien, pour passer un bon moment avec eux. Le JDR solo, c'est pas du tout ça. Tu le fais pour vivre des moments de connexion avec les autres. Tu fais pas ça non plus dans un JDR solo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où j'avais l'impression de pas savoir par où prendre le JDR solo, quoi. Le jour où je me suis dit, et si je faisais une partie de jeu de rôle solo, j'ai eu l'impression de voir des montagnes de problèmes arriver devant moi. Ok. Toi, c'est un truc qui t'attire, t'intrigue, tu vois pas comment ça marche, mais... En fait,
j'ai encore une posture de débutante, dans le sens où déjà je fais quasiment que du format joueuse et quasiment pas de MJ. Donc déjà, cette posture d'être en solo, c'est prendre quand même en responsabilité à soi tout seul le fait justement de guider la narration et d'avoir un rythme et de s'auto-entertain, enfin s'auto-divertir. Ouais. Pour moi, c'est quasiment une posture qui est le même plaisir que si tu as une posture d'écriture classique ou de rédaction en tant que MJ. Alors c'est pas quelque chose sur lequel je peux me transposer facilement, justement parce que je pense que j'ai encore besoin de cette béquille, d'avoir d'autres acteurs autour de moi et de pouvoir rebondir sur les idées de chacun et chacune. Je pense que c'est quelque chose qui je suis sûre même que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais que je trouve très intimidant parce que tout dépend de toi. Et si t'as pas d'inspi, faut assumer aussi, quoi. La même chose que toi, moi c'est quelque chose qui me paraît insurmontable, mais probablement parce que je me suis jamais lancé dans le truc, mais ouais, je suis pareil que toi, ouais. Quand tu dis intimidé, c'est vraiment le terme pour moi. Ouais. J'ai une question du coup pour vous deux. Est-ce que vous faites des jeux de rôle il n'y a aucun caractère érotisant dans ce que je veux dire, mais sous la douche, tu vois, pendant votre morning routine ou en vous promenant, j'en sais rien, tu vois. Les moments où on peut se parler à soi-même, quoi. Est-ce que ça vous arrive de vous projeter et de jouer un peu? Moi, je l'ai fait, mais c'était par obligation parce que. Ah, t'as pareil, une de ces douches là, un de ces modèles. Non, c'est ça. Putain, ça y est, ça me révèle déjà. Non, mais je devais jouer un personnage qui entrait vraiment en conflit avec ma propre personnalité, qui vraiment est censé être quelqu'un de très directif, leader, imposant, et je le visualisais même presque un peu violent. Ouais. Et comment dire, j'anticipais cette scène où je devais prendre le lead, et je devais prendre pas forcément le dessus, mais en tout cas imposer mes priorités, mon avis, etc. Il fallait absolument que je me prépare psychologiquement à assumer de dire des phrases à la con du genre bon mais maintenant tu vas fermer ta gueule et tu vas m'écouter, ou ce genre de trucs que je suis pas du tout habituée à dire, et même rien que d'y penser je cringe à me visualiser le dire, quoi. C'est plus une forme de coaching que de plaisir en soi pour le moment. Comme ça, quoi. Tu te fais raqueter dans la rue et ensuite tu répètes sous la douche tout ce que t'aurais dû dire au gars, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Et est-ce que tu anticipes les réactions des autres personnages en miroir du tien, du coup? Est-ce que tu fais la boucle complète ou est-ce que c'est juste un travail d'acting pour le parler de ton personnage, sa posture, pour l'incarner, ou est-ce que tu joues un espèce de dialogue hypothétique avec des réponses que tu te fais à toi-même? Ah ouais, dans ce cas particulier, ouais, vraiment, j'avais envie de me l'imposer et d'être quelqu'un qui avait, sinon pas un charisme, au moins, oui, une sorte de forme d'intimidation verbale. Donc, je voulais avoir cette crédibilité. Donc, j'essayais de trouver des réponses du tac au tac à ce que pouvaient me répondre les personnages en face, quoi, parce que justement, j'avais peur de pas savoir improviser sur le moment et de tomber dans le ridicule du bon, en fait, ouais, c'est ça, personne n'y croit, quoi. Donc, t'essayais toi-même de te mettre en difficulté pour arriver à la vraie situation, mais c'est trop bien, trop bien. En tout cas, sur le moment, je peux te dire que dans la rue, j'étais là, bon, alors vas-y, fais-le, mais pas vote, parce que j'assumais pas, quoi. Vous le faites, vous? Pas à voix haute dans la rue, non. Moi, je parle tout seul, ouais, tout le temps, beaucoup. Ah oui, de manière générale. Oui, et un des exercices que je fais, si jamais je vais maîtriser une partie, c'est de jouer un peu des moments de ma partie qui sont des moments typiques de ce que la partie devrait proposer, parce que, je sais pas, c'est une projection un peu naturelle. De même, quand tu penses à un système de règles qui implique des manipulations, je sais pas, je ferme un peu les yeux et je me dis, ok, comment on va manipuler les outils? Je sais pas, à quoi ça va ressembler d'être autour de la table dans le dispositif que je propose. J'ai l'impression que c'est un aller-retour que je fais souvent dans ma tête, quoi. Ouais, après, là, c'est encore autre chose quand tu parles de mécanique pure. Enfin, je comprends que tu veux qu'il y ait une sorte d'équilibre et ou de dynamique qui soit créée par ta mécanique, mais... C'est pareil pour la narration. Ouais. Dans ma tête, c'est pareil. Que je propose dans mon dispositif de jeu de rôle un outil narratif ou un outil de simulation quelconque, de toute façon, à un moment, quelqu'un doit s'en emparer et doit ressentir un truc avec. Oui, c'est sûr. La transposition, c'est un peu la même. Mais cela dit, je fais pas... Enfin, j'en ai fait un ou deux, mais j'ai pas fait beaucoup JDR solo, quoi. Notamment parce que y a pas de public ou j'ai pas l'envie d'écrire un truc. Je pense que cette sortie vers quelque chose me stimulerait. Ouais, la démotivation, c'est un de mes trucs aussi. Je me suis dit, je pourrais le faire, et puis en fait, je m'auto-procrastine, tu vois, les idées que j'avais eues de JDR solo que je pouvais démarrer. Je me suis dit, bon, je ferai ça plus tard, et je les ai jamais prises au sérieux jusqu'à temps que j'ai plus la motivation pour le faire et que du coup, cette envie me passe, quoi. Et c'est un truc que t'as pas quand t'as pris un rendez-vous tel jour, telle heure avec d'autres personnes, quoi. Oui, oui. C'est un autre genre de motivation. Ouais. Ou avec
ou avec un stream, quoi. On t'a dit tel jour je stream, tu t'y tiens par le fait que tu dois streamer, tu sais que potentiellement tu auras fait de la communication, il y aura des personnes de l'autre côté, t'as pris rendez-vous, quoi. Ouais. Alors à part du JDR solo, est-ce qu'il y a un autre truc que vous avez noté dans l'extrait? Attends, il y a un truc que je veux rajouter sur le JDR solo, c'est que nous, on en parle en tant Vas-y. qu'exercice, mais sur la chaîne Imagine ton aventure, c'est la finalité, le JDR solo, quoi. Je crois qu'elle joue... Ah, elle fait que ça? Enfin, en elle- tout cas, on fait essentiellement ça. Ouais, elle joue beaucoup comme ça, et je crois que c'est même quasi exclusivement, et en fait, elle oriente toute sa pratique. Enfin, vraiment, elle, c'est sa finalité. Et même de la manière dont elle parle des expériences qu'elle a eues, je crois que c'est ses expériences de jeu les plus fortes, quoi. Donc c'est à l'inverse de ce que, tu vois, nous on pense en tant que petit atelier afin de pouvoir faire des parties de jeux de rôle à plusieurs, qui serait l'aboutissement, ou en tout cas le moment qu'on veut préparer. J'ai l'impression qu'elle le fait presque à l'inverse, quoi. Je serais curieux de savoir à quel point le fait de produire quelque chose d'écrit à la fin ou de le faire pour un chat fait partie de la motivation aujourd'hui et au départ. Faudra lui poser la question. Autre chose sur GDR solo ou un autre sujet qui vous est venu? On va parler de cette musique ou on n'en parle pas? On parle de cette musique ou pas? Alors, c'est une musique d'animé? Oh, c'est une musique épique, alors je sais pas... C'est vous les musiciens, quelque hein. Là chose. moi je suis largué. J'en sais rien. J'ai du pas tout. reconnu non plus. Est-ce qu'on dirait pas une musique d'animé? Je suis en train de m'enfoncer. Ah, ça Un aurait pu peu, être un une peu, musique un peu, de jeu, hein. Ouais, ou de jeux vidéo, je suis d'accord. Ah, peut-être des jeux vidéo, ouais. Ouais. En tout cas, c'était ultra péchu. Ouais, Mais ça met parlez dans de l'ambiance. musique à ma place, c'est horrible ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez de cette musique, Jordan Mel? Je l'aurais jamais osé. mais il y a quelque chose, tu vois. T'es tout seul, tu dois animer à ce moment-là. Il faut que tu communiques au stream, il faut que tu te communiques à toi-même l'ambiance dans laquelle t'es. Ça peut te permettre de mettre des musiques plus extrêmes que les tapis de fond sonore qu'on met d'habitude, des musiques plus légères vers lesquelles on va. Et bah du coup, elle en profite, elle a bien raison, tu vois. Oui, c'est un catalyseur, je pense. Et puis, d'autant plus quand t'es solo, il y a vraiment un aspect où t'as quand même des petits moments de pause où tu dois réfléchir un petit peu. Donc, c'est quand même bien, je pense, Ouais. d'avoir un truc qui te lâche pas, quoi, en termes de rythme et d'intensité, quoi. C'est vrai que t'es censé te faire voyager tout seul dans ta tête, donc prendre une minute pour écouter de la musique, personne t'attend. Donc, si t'as des images qui te viennent sur la musique, déjà qu'une partie de jeu de rôle est quand même en partie orchestrée par la musique qui passe, quoi. Mm. On peut se laisser tous embarquer dans des trucs comme ça. Je sais pas à quel point vous y êtes sensible à ça. Très sensible. Ah ouais, grave. Ça joue beaucoup. Et puis, j'ai pas encore ce recul, mais les gens qui réussissent en plus à garder le rythme et à s'adapter à l'intensité de la musique pour faire en sorte justement que la description des actions, c'est pas forcément en monologue, hein, mais que ça suive justement le côté croissant ou intense ou triste. Des fois, ça fait des rendus qui sont vraiment très très touchants, quoi. Quand on arrive à caler sa voix sur des moments de la musique et tout, par exemple. Ouais, Ouais, stylé ça. T'as l'impression d'être dans un film, tu te dis waouh, waouh. exactement, c'est ça. Il y a un truc, il faut qu'on s'en parle. Mais je pense que la musique occupe peut-être une autre fonction quand tu joues tout seul, étant donné que tu vas moins parler, il va y avoir beaucoup moins de temps qui va être pris par la parole, parce que t'es tout seul, tu dois réfléchir, tu dois tirer, manipuler les règles, tu dois écrire, tu dois pas... voilà, la partie de temps où tu parles, elle est bien moindre, et donc du coup, tu auras beaucoup plus de place pour la musique. Donc mettre une musique plus active, qui demande une écoute plus active, c'est quelque chose que tu peux te permettre, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va meubler ce que tu vas laisser dans le silence de ta voix, quoi. Trop bien. Je suis vraiment trop content de regarder un jeu de rôle solo. Je suis désolé. Bien refait. J'ai noté un petit truc. Vas-y. Vas-y. Je fais l'audio description, mais j'ai remarqué qu'elle avait mis des noms en X, donc c'est-à-dire le nom de son cheval, le nom de peut-être un PNJ. Ah, dans ses notes, oui, exact, ouais. Elle a pas encore défini elle-même les prénoms, et bon, moi, c'est quelque chose typiquement où j'ai beaucoup de mal à la voler, à improviser le nom même d'un personnage que je dois jouer. Hein. J'aime bien avoir un peu une idée à l'avance ou alors qu'on me l'impose. Et du coup, je trouve que c'est une liberté qu'elle s'offre qui est super, en fait. C'est vachement rafraîchissant de pas s'imposer ça dès le début et de peut-être trouver ensuite derrière des prénoms qui colleront bien, puisque potentiellement, c'est des personnages récurrents, et si tu les appelles tous Lambdos et Lambdas, ça va pas durer, quoi. Enfin, c'est effectivement un truc que tu peux faire en solo qui va pas être évident à faire autour d'une table, mais en solo, Ouais. tu ellipses, tu changes de focus comme tu veux, tu définis pas le nom d'un personnage, tu joues cette scène en vitesse parce que ça te gonfle et tu passes à la suite. Tu n'as que toi à écouter concernant le rythme que tu veux donner à la partie. Tu peux tout ellipser, tout transformer, tu peux retcon comme tu veux, avec beaucoup plus de liberté que si tu dois mettre d'accord 5 personnes, quoi. C'est vrai. Mais ouais, mais là, il y a quand même la pression du live et du montage, tu vois. Donc, c'est quand même une liberté qui est proposée, mais qui pourrait être considérée comme quelque chose d'important de gérer sur le moment, tu vois, pour la Ouais. fluidité du public, quoi. Enfin, la compréhension du public. Peut-être qu'elle va donner le nom de son cheval à quelqu'un, enfin le nom de quelqu'un du chat, elle
lui donne le nom du cheval, tu sais. C'est pour ça qu'elle l'a gardé. Non nommé pour l'instant. Ils font ça T'as dans pas la Game of réponse, Thrones. non? J'ai pas la réponse. Ok. Ça me rappelle un jeu où on avait des monstres qu'on pouvait pas décrire. C'est une règle du jeu. Il y a T'as un pas le type droit de de décrire monstre, les monstres. tu peux pas le décrire. C'est-à-dire qu'il apparaît, les persos sont avec, tout le monde peut s'imaginer comme on veut, tu vois. On a quand même 2-3 informations, tu vois. Il est massif, je sais pas, comme dans l'Alien en fait. Il est dans les couloirs ou dans les sas d'aération. Mais on peut jamais le décrire entièrement. Donc pas la peine d'essayer de se mettre d'accord. Ça fait penser à un super JDR de Moby Dick Fantasy, là, comme ça, dit comme ça, mais c'est. Je sais pas. Ah ouais? Des JDR de T'es curieux. Boutique Fantasy, t'en connais beaucoup? Vous aurez noté que jusqu'au bout, je suis resté digne. Et même au dernier épisode de la saison, je n'ai pas fait ma pub. On n'a pas fait la pub pour ce magnifique jeu qui est amarante, motorisé par le système PEP, On va si vous insister. dont on attend avidement un actual play sur la chaîne JDR Academy. C'est vrai, ça vraiment, c'est vrai. Ou alors, attendez, il y a une option qu'on n'a pas vue, c'est peut-être son cheval s'appelle Triple X aussi. C'est complètement possible. Comme dans le film, Triple X, Comme dans le film Triple X. avec Vin Diesel qui se les fait tatou. Effectivement, des noms qu'on laisse de côté, des trucs qu'on définit pas tout de suite. Ça me fait penser de manière plus large à des campagnes, tu sais, de jeux de rôle qui démarrent, à contrario de beaucoup d'autres d'ailleurs, en laissant plein de choses dans le flou pour aller tout de suite à l'essentiel. Genre, vous quittez la capitale, on s'en fout du nom de la capitale, vous êtes en mission pour le roi, on sait pas trop ce que c'est le gouvernement, mais c'est pas grave. Vous allez chercher les 28 morceaux de la pyramide, et en fait, une fois qu'on a chopé le 7e morceau de la pyramide, qu'on s'est fait des potes dans le donjon et qu'on revient à la ville, le MJ commence à prendre le temps de finir le croquis de la ville, de préciser des choses en fait. Juste, on a foncé au début avec les informations minimales et on reprécise plus tard. C'est un peu le même genre de phénomène, non? Ouais. Le nom du cheval, c'est quand même un détail relativement mineur. Là, t'es en train de parler de setting. Bah, c'est même les principes de jeu de Apocalypse World et toute cette école de jeu, quoi, où tu vas te définir C'est très vrai, peu de choses au simplement. début. Et puis tu vas ensuite, collectivement, on va se poser la question tous autour de la table et on prend la meilleure idée qui arrive à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, May, tu disais tout à l'heure, l'intimidation du jeu de rôle solo vient en partie du fait que j'ai besoin des autres pour jouer au ping-pong, tu vois, qu'on se fasse des passes. J'entends tout à fait, mais du coup, des jeux avec, tu sais, de la narration partagée ou le côté le MJ qui se tourne vers toi, tu le vis comme une pression, genre t'es invité sur scène dans un spectacle comique ou ça va? Bah, ça dépend si j'arrive à me projeter facilement. Bah, typiquement, c'est toujours les premières interactions avec une table ou dans un univers que je connais pas bien. Je vais pas forcément me sentir force de proposition parce que je vais avoir peur de casser un truc. Mais encore une fois, c'est des positions basées sur le fait que ma vision du JDR avant, bah, c'était très MJ qui a full autorité narrative et PJ qui ensuite brode autour et sont des acteurs dans l'univers qui est décrit, quoi. Donc ça me met encore un peu la pression, mais je pense que c'est quand même quelque chose que je recherche parce que c'est quand même vachement intéressant et vachement stimulant. C'est quelque chose qui te permet aussi de garder une attention permanente aussi, parce que tu te dis, ok, à tout moment, je peux avoir une idée que je peux proposer qui peut être super intéressante par rapport à ce que j'ai entendu. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Si. Et en plus, tu projettes plus loin, quoi. C'est-à-dire que tu dis, en fait, la parole peut me revenir même si mon personnage fait rien, ça te rend plus attentif, quoi. C'est ça. En fait, je comprends tout à fait pourquoi, oui, bien sûr. Moi, ce track-là, il est jamais parti. Hein. Je joue depuis très longtemps, mais ce track-là, je le connais toujours. Hein. C'est non. Toi, la T'as ceinture quoi, noire toi d'improvisation. vous, l'inénarrable Jean Dindon. Même Jean Dindon. Non, je sais pas. Toi, tu te sens jamais sur le fil en situation d'improvisation ou des trucs comme ça? Si. Bah, j'avoue qu'il y a un truc qui m'enlève quand même un poids, c'est que si on me pose une question à brûle pour point, je cherche pas une réponse originale. Souvent. Parce que pour moi-même, je ne le fais pas. C'est-à-dire si moi je prépare un truc, demain je dois pitcher quelque chose, mes premières idées, je les prends et je les travaille. J'attends pas l'idée révolutionnaire. J'ai trop retenu une leçon qui est peut-être fausse, mais que j'ai retenu quand même, c'est que entre une bonne idée et une mauvaise idée, souvent il y a juste de la sueur derrière, quoi. Donc si on me dit c'est quoi le gouvernement du pays, je vais répondre un royaume. Et je trouve cette idée Wow. tout à fait valable. Vous voyez la puissance de mon esprit. Non mais Ah oui, d'accord. pourquoi aller chercher un truc complexe en fait? En fait, le MJ, dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'il m'utilise comme table aléatoire, c'est tout. Et ouais, alors que moi j'ai l'impression que quand on me pose cette question, c'est genre il va falloir que j'apporte quelque chose qui soit forcément L'idée pas du qui JDR. casse la baraque, ouais, mais ouais, voilà, qui fasse que les gens se disent waouh, ah ouais, trop bien, j'y aurais jamais pensé. Mais bon, c'est complètement délulu, quoi, de se dire que à chaque fois on va
pouvoir trouver quelque chose qui va dépasser les attentes. Mais il y a des moments, cette fulgurance, elle est... Enfin, il y a des moments où avoir la bonne idée au bon moment et c'est être capable de la sortir dans la demi-seconde, c'est game changer. Hein. J'ai fait une partie de Lady Blackbird et j'ai dit qu'est-ce qu'on peut dire des soldats en face, et on m'a répondu les soldats ont des énormes bottes et plus ils sont gradés, plus les bottes sont grosses, et c'était parti quoi. Enfin, je veux dire, la partie n'a ressemblé à aucune autre partie de jeu de rôle de ma vie, tu vois. Bah, je trouve l'idée géniale, parce qu'en plus, on en a déjà parlé, etc. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait de l'idée après. Je pense que l'idée en soi, alors elle est grotesque, là, en l'occurrence. Pas dans le mauvais sens du terme, hein. Elle est baroque, quoi. Mais vous l'avez retenue pour moi parce qu'elle a atteint son potentiel après dans la partie. Au moment où la question était posée, une idée en vaut une autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends bien. On aurait dit n'importe quoi d'autre qu'on aurait construit dessus et ça aurait fait un truc sympa à la fin. Et ouais, bah, ce que vous aurez retenu, c'est le moment où quelqu'un a proposé l'idée qu'on a la mieux exploitée derrière. Pas l'idée qui était la meilleure au moment venu. Parce qu'avec un autre MJ à une autre table, d'ailleurs, l'idée des bots, ça pourrait, d'un coup, lui, il pourrait se dire, merde, c'est trop grotesque par rapport à ce que j'ai en tête. Le grotesque, c'est la table qui m'échappe vers un truc trop gaulerie, je sais pas quoi. Et il aurait pas du tout accueilli l'idée comme tu l'as fait, tu vois. Ok. Peut-être que même que dans cette même partie, il y a eu d'autres idées qui étaient trop exotiques pour le canon esthétique dans lequel on jouait et qu'on les a éludées de nous-mêmes et qu'on s'en souvient plus aujourd'hui. Alors que les grosses bottes, c'est important. Voilà. Et ça participe au fait que je trouve que c'est encore plus dur d'improviser quand justement t'as aucun contexte et que tu commences. Alors que bon, si t'es sur plusieurs sessions ou sur une partie au long cours au moins, ça débloque toujours quelque chose parce que tu te dis ok, ça me paraît cohérent avec ce qui a déjà été décrit comme canon esthétique. Est-ce que c'est pas justement de moins en moins de l'impro du coup? L'impro totale pour moi c'est les premiers mots qui me passent par la tête quoi. Et finalement, dès lors qu'on commence à coller les morceaux, ouais, on parle d'improvisation si c'était pas préparé à l'avance. Mais en vérité, on commence à avoir les moyens de passer toutes les idées par des tas de petits fils dans notre tête pour dire celle-là, elle colle avec tout quoi. Et là pour le coup, ça demande plus de travail. Je suis presque un peu plus admiratif de ce genre d'idée-là d'ailleurs. Je sais pas si je connais assez le monde de l'impro pour ça, mais tu te bases toujours un petit peu quand même sur un contexte. Enfin, c'est pas forcément venu de nulle part. À chaque fois, tu proposes un truc qui change tout le paradigme de ce qui a été fait avant. Non? Bah oui, mais dans l'idée, je vais dire une connerie, mais je vais la dire quand même. Moi, j'ai toujours eu l'impression quand j'ai fait de l'impro que les gens qui étaient les plus à l'aise dans l'exercice, ce qu'ils savaient faire et qui est vraiment pour le coup très très dur venant des écoles d'où on vient et du JDR, c'est de savoir prendre vraiment les premières idées qui leur passent par la tête, comme faire un dessin au hasard, et de partir de ça. Je pense que si t'es rôliste et que tu fais de l'impro, souvent, t'auras une certaine exigence de la cohérence et des outils pour obtenir cette cohérence rapidement, qui vont être remarqués dans un cours de théâtre d'impro, tu vois. Mais tu vas voir des gens aussi qui sont capables de partir au quart de tour sur un terrain que tu trouves ultra glissant, parce que c'est ça qu'ils savent faire, quoi. Je sais pas s'ils s'en foutent, je sais pas comment ça marche. Et c'est assez remarquable, en tout cas. Et c'est un peu ce que tu fais quand tu réponds au pif, ou direct, le truc des bots, par exemple. Le truc des bots, je trouve que ça fait très court de théâtre d'impro. La personne s'en fout de savoir si ça colle avec le canon esthétique. C'est le début de la partie, et le canon esthétique, elle le baise, elle en a, y a pas de problème. Elle dit, maintenant c'est comme ça, quoi. Et ça a beaucoup d'impact. C'est trop fort. En fait, j'ai Ouais, de mais c'est un l'admiration lâcher pour tout. prise. Ouais, qui est admirable, je suis d'accord. On parle Ok. beaucoup trop, il nous fout du rap de tapas. Hein. Et j'ai encore des trucs que j'ai notés, mais j'avoue, on va se faire un petit rap de tapas avant de partir dessus. Ça te va, mais Ouais. on va où? On va avant, après? Mais tu me dis, gauche ou droite? Bah, on était dans l'action, t'as qu'à dire avant, comme ça on voit peut-être une ambiance plus tranquille, hein, un truc Ok. d'exposition. On va arriver dans une bulle de ouf. Alors, à la régie, on sera sur du 16-15. Zingle à la régie, s'il vous plaît. T'aurais envie de manger quoi exactement? Bah, je sais pas, par exemple une quiche Lorraine. Une wish. Une quoi? On dit une wish Lorraine. T'es sûr? Oracle. Je râle. Voilà. Et attendez, je vais prendre le truc qui va avec l'oracle quand même. C'est pas lui. Ah, scrogneux, hein. Je vais y arriver. Je ne le trouve pas. Ah, déjà, ça c'est pas. Je l'ai complètement bougé. Qui est-ce que j'ai traficoté? Je suis vieille. Ok. Là, je l'ai. Voilà. C'est mieux. Très bien. C'est très blanc du coup. Avant, je sais pas pourquoi. Je sais même pas qu'est-ce qui est géant là. Je suis en train de toucher un truc géant. Je sais pas ce que c'est. Ok. Donc. L'oracle, c'est ce qui va nous permettre de répondre aux questions fermées qu'on va poser à notre MJ émulé, à notre du coup oracle. Et on va lancer un D20 et ça va nous permettre de savoir ce que fait un PNJ, comment sont les choses autour de nous, tout ce qu'on ne peut pas impacter en tant que personnage. Et du coup, on va se lancer un dé qui est ici. Voilà. On va lancer un D20, on va poser la question. Donc, la question est la suivante. Est-ce que spontanément...
Oh putain, ça me plaît déjà ce qu'il y a à l'écran. On y va, on attaque? Allez. On attaque. Alors, sur ce deuxième extrait qui se passe donc avant le premier, parce qu'on est comme Star Wars. Jean, est-ce que t'as noté un petit truc? Oui. Dis-moi. Mais c'est May qui va commencer. Ok, t'as balamé. Moi, j'ai noté pour le début, donc on est dans une phase d'explication, presque de tuto en fait, du fonctionnement du jeu. Elle cherche un petit peu les règles pour être potentiellement sûre de ce qu'elle dit et que ce soit bien précis. Et je vois que ça, c'est les contraintes du live, je pense, et du fait qu'elles doivent bien meubler. C'est intéressant parce que on voit quand même qu'elle continue son monologue, même si c'est pas en rapport forcément ni avec les règles ni avec le jeu. Elle fait pim pam poum, trop loulou, où est-ce que je suis? Oui, voilà. Ouais. Et alors bon, là c'est complètement du parasocial, mais du coup ça la rend très sympathique et humaine dans le sens où bon voilà, on voit que on a tous des moments où il faut récupérer un petit peu les informations à droite à gauche, et quand c'est dans une partie où on est plusieurs, c'est potentiellement plus simple parce que quand on voit qu'il y a le MJ qui cherche peut-être dans son livre ou quoi, on peut lancer un dialogue entre PJ ou ce genre de choses pour gagner du temps, mais quand on est seul, ça rajoute encore une responsabilité de tenir le comptoir, quoi. Parce qu'elle a un public, mais je pense aussi que même en solo, ça aide à la concentration. Ok. Je cherche mes lunettes, c'est un moyen de pas oublier ce que tu cherches, quoi. C'est potentiellement quelque chose que tu dirais. Je sais pas, je suis en train de me représenter le truc. Mais vraiment, je parle beaucoup tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais sur les silences, là, je suis content qu'on en parle, parce que c'est le premier truc que j'ai noté aussi. Et notamment, je suis content de le pointer là, parce que ça aurait été délicat de le pointer dans un autre AP, mais je vois aussi des MJ, dont moi, quand on est en train de chercher un truc qui occupe le temps d'antenne comme ça. Et en fait, c'est un truc que j'essaie de me retenir de faire. Je veux dire, si je vais paumer une règle, faut que je me taise, je cherche la règle, et je leur laisse l'espace. Si je commence à faire merde, où est cette règle? Ils peuvent pas jouer pendant ce temps-là. Ils sont juste obligés de m'écouter, parce que je suis en train de hurler dans le micro. Où est-ce que j'ai mis cette table aléatoire? Mais la première remarque qu'a fait May, qui est une joueuse instinctive, c'est de dire ça la rend sympathique. Est-ce que ça ne rendrait pas un MJ sympathique de le faire? S'il dit trouloulou, poète poète, qu'est-ce que je touche? Ça peut me faire marrer, mais en vérité, je pense sincèrement que si t'as des joueurs, c'est mieux de se taire, quoi. Ou alors tu fais un petit trouloulou histoire de dire, je suis en train de chercher un truc, mais après, laisse l'espace. Comme May vient de le dire, on peut le prendre autour de la table pour se demander en mariage, ou parler de je sais pas quoi, donc... Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un se demande en mariage comme ça. Parce qu'il y avait un cafouillage technique, mais bon... J'en profite. Gudula, elfe des bois, veux-tu m'épouser? C'est le moment, là. En train de Je chercher prends note, les règles hein. pour la flèche que j'ai prise. En termes d'improvisation qui prend tout le monde par surprise, c'est pas mal quand même. Je me mets à genoux, je sors une petite boîte, Alors que l'autre, le MJ, il cherche sa table d'oracle là. Qu'est-ce qui se passe? tu fais des feintes, et dans la boîte, un peigne, et je me recois. Oh, ça peut devenir un running gag incroyable en vrai. Oui, je trouve ça très drôle aussi. On a eu la confirmation que c'était monté, je pense que là, cette fois, tout le monde l'a senti. Ouais. Peut-être même un montage automatique, parce que juste pour couper les blonds, Je pense. si j'étais à la place en train de monter un actual play avec que moi qui parle, j'aurais enlevé les... Ah là là, je cherche mes lunettes, enfin je sais plus ce qu'elle dit, mais je me suis dit que je les aurais enlevées, que ça me coûtait pas plus cher, tu vois. Mais je pense que, juste vu la quantité, c'est un montage auto. Un autre truc que vous avez noté, du coup, sur ce deuxième passage, on nous parle des oracles, ça rejoint ce qu'on disait avant sur l'impro et la façon dont ça se fond en jeu de rôle solo. Ouais, moi j'aime beaucoup les oracles, j'en utilise même dans les parties de JDR. Je suis pas tout seul. Vous en utilisez, vous, ou pas? Moi j'ai essayé une fois et j'ai pas été super inspirée parce que c'était plus du world building que vraiment du jeu de rôle où on instancie nos personnages directement sur des scènes. Donc je crois pas avoir vraiment cette expérience-là. Moi c'était plus une question pour rebondir là-dessus justement sur vous qui le pratiquiez, c'est est-ce que quand vous tombez sur un oracle, vous vous forcez à utiliser ce que vous voyez ou vous vous autorisez à retirer des cartes éventuellement en vous disant bon bah, ça c'est bon, ça m'inspire pas du tout, vas-y la flemme, ou au contraire vous vous dites bah non, c'est vraiment l'exercice, c'est le but aussi de me prendre un peu à revers par rapport à mes instincts et à ce qui m'inspire. Et est-ce que vous vous forcez à utiliser ce que vous trouvez dès le premier tirage? J'essaye de me tenir à l'oracle au maximum en me disant que s'il y a quelque chose de contre-intuitif, c'est peut-être là où il y a quelque chose qui est en train de se créer, quoi. Alors, en fait, j'utilise des oracles pour avoir des idées que moi j'aurais pas. Et donc, du coup, quand il y a une idée que moi j'aurais pas mais qui me met en difficulté, je me dis ok, mais c'est une idée que j'aurais pas. Et par définition, je préfère celle-là plutôt que ce que j'ai déjà fait. L'idée qui me vient, probablement parce que j'ai déjà fait 10 fois. Ouais, donc tu relèves le défi, quoi. Ouais, c'est ça. Je prends ça comme un challenge. Et puis après aussi, quand je commence à m'arranger avec les tirages que je prends et les tirages que je prends pas, j'ai l'impression déjà de tricher avec moi-même. Ouais. Et puis, tu tires une carte et tu dis, ah bon non, celle-ci je la prends pas. Et puis tu tires la deuxième et tu dis, pourquoi je la prendrais? Du coup, j'ai bien viré la première, pourquoi je virerais pas la deuxième aussi, tu vois? Pourquoi est-ce que je pioche pas jusqu'à celle qui m'intéresse, tu vois? Donc j'essaye de pas le faire parce que ça amorce un mauvais truc. Enfin, je joue plus le jeu de l'oracle tel que je me le suis promis de le jouer, quoi. Ouais, je comprends ça. Moi, j'essaye de pas tricher sur des trucs précis. Genre, je sais pas, mettons que je joue un jeu et que un des dés que
que je lance aléatoirement définit la difficulté de l'obstacle. Je veux pas tricher sur celui-là. Par contre, le reste de mes oracles, moi j'ai beaucoup utilisé un site internet qui s'appelle unmotauhasard.com, je crois, en termes d'oracle. Je note. Franchement, le nom de domaine est parfait. Quoi. Tu peux les demander par 5, par 10. Mais le truc, c'est qu'en vrai, je prends 2 mots dedans et dès que mon cerveau arrive à les connecter, je sais pas comment dire, je sens quand mon cerveau commence à glisser dans une idée en se coupant du reste. Et quand cette idée-là commence à me séduire, par contre, je suis sans pitié, je m'en fous qu'il y ait écrit ces 3 orques dans une auberge. Si moi, les 3 mots que j'ai tirés au hasard m'inspirent plus, si le petit dessin que j'ai fait la veille m'inspire plus et que mon cerveau glisse par là, j'y vais. Le seul truc important, c'est de pas tricher sur les règles si j'ai dit que je trichais pas avec, et 2, d'être en accord avec le fait que je suis pas en train de tricher pour mon confort du aquat d'après la partie pour qu'il retombe sur ses pattes. Je suis en train de laisser libre cours à l'inspiration. C'est tout ce que je veux sentir. Après, si j'ai jeté une carte, c'est clair ce que je dis ou c'est brouillon? J'ai lâché la fin. J'étais encore sur unmotauhasard.com. Ouais, je sais pas. Vous connaissez? Est-ce que c'est bientôt le week-end.fr? Non, c'est juste un truc qui dit oui ou non. Bah, ça dépend du jour de la semaine auquel tu ouvres. Le lundi, il te dit non, malheureusement, ce n'est pas bientôt le week-end. Et le vendredi, il te dit presque, tu vois. C'est vraiment dommage que le contenu du web soit pollué par des IA aujourd'hui parce qu'avant, c'était vraiment incroyable. Ça existe toujours, hein, mais c'est juste, oui, occulté par beaucoup de bullshit, quoi, c'est sûr. Du fini Internet. On est vraiment le dernier podcast avant la fin du monde, hein, sachez-le. Au moment où vous l'écouterez, si vous pouvez l'écouter. Qu'est-ce que c'est que cette table de plausibilité, là? Ah oui, alors je vais la décrire. Audio description, elle a à côté d'elle une petite table sur laquelle il y a 1, 2, 3, 4, 5 jauges qui vont à chaque fois de 1 à 20. La première, c'est la jauge très plausible, où quand tu tires un 1 sur ton D20, la réponse est non. Mais dès que tu tires un 2 sur ton D20, on évolue vers un non, mais par contre, etc., etc. Et quand on va dans la table des très peu plausibles, en fait, de 1 à 5, ça va être non, 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 pas du tout. De 6 à 15, ça va être non, etc. Donc c'est juste, tu prends une question qui t'intéresse dans l'environnement, comme elle le disait, est-ce que le garde me demande de l'aide? Et on est dans l'univers de The Witcher, tu dis, franchement, c'est très plausible. Il y a visiblement une créature dans la région, ça se voit que je suis une sorceleuse, je vais tirer sur cette table-là. Et t'as ta réponse en dessous avec ton D20. Ok, mais quand est-ce qu'elle se pose la question, du coup? Bah, quand elle veut. Ah, tout À simplement. mon avis, hein, à moins qu'il y ait une règle en plus, là, mais je pense que c'est quand elle veut. Vous avez un autre sujet que vous avez mis de côté sur ces tapas, y compris le premier? C'est bon pour moi. J'ai pas plus de sujets. Moi, j'en ai encore un petit, ouais. Ah, vas-y. Il y a un truc qui m'éclate dans le premier. Elle prend une potion, je crois. Et de ce que j'ai cru entendre, quand elle prend la potion, elle décrit des effets physiques instantanés sur ce qu'elle ressent, tout ça. Et il me semble que elle dit comme à l'accoutumée ou un truc comme ça. Quelque chose qui m'a fait penser que c'était pas la première fois. Et ça m'inspire un truc sur les détails récurrents. Je trouve ça hyper fort. En JDR, quand t'as plusieurs, on arrive à, en peu de mots, mettre l'accent sur un petit détail qu'on connaît par cœur, tu vois. Typiquement, à chaque fois qu'on boit la potion, il y a un moment où on est down, on est en descente, etc. Et ça nous crispe physiquement. Et si les joueurs peuvent faire vivre ça, tu vois, en le décrivant en quelques mots à chaque fois qu'on fait l'action récurrente, et ben je trouve que ça empêche de la banaliser. Et boire une potion dans un univers de Witcher, je pense que c'est hautement banalisable, typiquement. Alors, on pourrait finir par être en autonomie en tant que joueur, par exemple, à dire ouais, je vais boire ma potion, mais je vais même pas le dire à voix haute à la table. Donc c'est pour faire de l'habillage. Ouais, c'est ça. C'est de l'habillage, c'est faire exister des petits détails à pas cher qui nous permettent de nous réancrer dans une fiction, quoi, crédible. Puis c'est un truc d'écoute aussi. On sait tous écouter, on fait attention au même truc, et puis on se rattrape les idées les uns des autres. Ça crée de la cohésion vachement facilement, quoi. Et puis c'est un terrain pour y glisser des choses. Tu vois, le jour où le MJ te dit tu prends ta potion et tu ressens comme des picotements dans la colonne vertébrale. Tu vois, si c'est la première fois que tu prends la potion qu'on te l'a jamais décrite, moi on me dit ça, je dis bah ok, c'est l'effet de la potion. Mais si je suis habitué à ce que la potion me tende les muscles des bras, je vais dire là c'est pas normal. Dès les premières secondes, tu vois. Potentiellement je peux dire au MJ oh là je fais un jet, j'essaie de me faire vomir ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est des prises en plus des petits détails, tous ces trucs là, je trouve. Et puis ça permet aussi à chaque personne de mettre un peu de couleur, quoi, parce que si 3 personnes boivent une boisson amère, il y a peut-être pas à chaque fois la même réaction en fonction du personnage. On influence tous effectivement les couleurs de l'univers qui nous entoure. Un truc qui vient à cœur comme sujet, je pense que j'ai dû en parler dans un autre bon épée, mais c'est l'esthétique de la magie dans les univers fantastiques. Et là, typiquement, elle prend du temps pour reproduire l'esthétique magique de The Witcher, je trouve, qui est pas une autre, qui est celle-ci. Mais comment faire pour que ça soit pas répétitif
Parce que dans le cas d'une potion, par exemple, si à chaque fois elle est amère parce que c'est la même potion, ou que ça te fait les mêmes effets, que t'as une sorte de migraine, ou le sang qui pulse à tes tempes, il faut le renouveler un petit peu quand même. Je sais pas, je me dis, en tout cas en solo, quand on est à plusieurs, c'est sûr que justement ça permet d'avoir plusieurs interprétations de la même sensation. Mais en solo, ça doit pas être évident, je pense, pour ne pas faire de la redite. Même à plusieurs, t'as raison. Hein. C'est le danger, je pense, c'est l'écueil. Après, on parlait de potions. Vous avez lu L'Assassin Royal de Robin Hobb? Oh oui. Il y a longtemps. Dans le genre, j'étais sûr que tu allais dire oui, et dans le genre répétitif sur les potions, c'est pas mal. Pourtant, Je m'en souvenais pas. tu te souviens pas de ça? Putain, la vache, le temps qu'il passe à broyer des herbes et à s'enfiler des trucs. Ah oui, à la préparation, ouais. C'est pas, la préparation et l'inoculation, c'est pas la même chose, ouais. Enfin, ouais. Il y a un délire où il en souffre en plus, mais je crois que dans The Witcher, en l'occurrence, ça reprend un peu cette idée-là. C'est pas très très bon de se faire des grandes lignes de produits magiques, là, comme les sorceleurs, non? Je suis pas un spécialiste, The Witcher. Dans le premier jeu vidéo, t'as une jauge de toxicité qui augmente au fur et à mesure que tu t'enfiles les potions. C'est pour pas en prendre trop d'un coup, et du coup t'es obligé de faire des repos longs pour revenir à zéro, quoi. Ce qui justifie de pas banaliser la prise, du coup. Tout ça est assez cohérent, finalement. Et après, dans le lore, il répète plusieurs fois, c'est vrai que il y a un Witcher sur 10 qui arrive au terme de toutes les transformations nécessaires pour devenir Witcher. Ah oui, d'accord, tu te transformes quand tu deviens Witcher. Okay. Non, c'est que la formation pour devenir Witcher, ils prennent des enfants. Des enfants et ils leur filent plein de produits. Entraînement. Alors, je sais plus le taux de perte, mais il est affreusement... Enfin, ce serait pas autorisé dans un centre aéré, quoi. Maintenant qu'on s'est bien mis en bouche avec ce jeu de rôle solo, est-ce qu'on se prendrait pas notre plat de résistance, du coup? On y va, quoi. Attends, mais comment tu fais les plats de résistance? Parce que normalement, les tapas, tu élites des minutes au hasard et les autres, tu les choisis. Mais là, si t'as pas regardé la paix, comment tu vas faire pour choisir? Je vais choisir un plat au hasard dans le reste. Ah, ok, d'accord. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Un truc que tu es incapable de faire dans la vraie vie. T'es au resto coréen, quoi, et tu comprends pas les signes sur la carte et tu montes un truc au hasard. Ah ouais, dans un resto, c'est pas la peine. Moi, je mourrais en ayant mangé que des glaces vanille chocolat. Comme un gros con. Non, mais on te laisse prendre la responsabilité, c'est très très bien. Comme ça, si c'est dégueu. Oh putain, on en mettra un autre s'il nous plaît pas, ou je le laisserai un peu plus longtemps. Alors c'est parti, 34-24, générique à la régie, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Et néanmoins résolu. Peut-être... Pourriez-vous me payer pour cela? Parce que quand même, les PO, la vie. Ok. Comment on va tourner ça? Il est rusé. Bien sûr, ma chère. Tout travail mérite salaire. Mais comme je vous le disais, nous avons été piégés. Le travail n'est pas réellement terminé. Mais peut-être seriez-vous intéressé pour aller au bout. Notre roi paye gracieusement les gens à son service. Alors, as-tu craqué, Vildafur? De quel point de vue est le dialogue qu'elle écrit là? Est-ce que c'est du point de vue de son personnage ou est-ce que c'est du point de vue d'un PNJ? Elle a fait les deux, hein. Il y a les deux, ouais. Celui qui dit bien sûr ma chère, tout travail mérite salaire, etc. C'est un PNJ. Et elle demande traditionnellement le paiement pour, je sais pas, la quête qu'elle a finie, le monstre qu'elle a tué, quelque chose, non? Okay. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus probable que ce soit ça. C'est une situation très Witcheresque, en tout cas. Oui, c'est ça. Ce sera un autre jeu. Employeur médiéval, le JDR.com. Vous êtes employeur, vous devez envoyer des aventuriers à l'aventure et essayer de les payer le moins possible. Et elle a une réaction qui est très jeu vidéo, quoi. C'est la première introspection qu'elle a, c'est bon, les PO. Est-ce que ça paye? Est-ce que ça paye bien, quoi? Les PO, la vie. J'ai l'impression que les PO, c'est quand même souvent un enjeu conventionnel. T'sais. C'est quand même bien pratique qu'on puisse dire vous avez besoin d'argent et que ça puisse suffire aux aventuriers à partir à l'aventure. Ouais, et après, ça s'écroule un peu des fois avec le système économique du jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on vit dans un monde capitaliste. On considère que c'est la condition première qui peut nous rendre moteur à faire du travail non désiré de base, j'imagine.
Puis c'est quand même bien pratique. C'est juste des chiffres, tu les inscris, t'es content. On n'a pas besoin de te trouver un enjeu, genre pourquoi ça te tiendra à cœur d'aller chasser les monstres, tu vois. Et puis c'est la racine du loisir, quoi. C'est le premier jeu de rôle tel qu'on le connaît, écrit en 1974, dit texto, vous êtes des pilleurs de tombes qui descendaient dans des endroits dangereux et piégés pour sortir des trésors, quoi. C'est vraiment le centre du loisir, quoi. C'était comme ça que le premier jeu de rôle a été écrit. Est-ce que la récompense ultime de ces jeux de rôle de base, c'est pas de devenir justement plutôt un gros bonhomme Alors bon, évidemment, ça passe aussi par le stuff, mais je voyais plus l'expérience comme un truc transactionnel que les PO. Ah mais les PO, c'est souvent l'XP dans ces jeux-là, donc du coup, ça ressemble sur ses pattes, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Un des trucs premiers, c'est de savoir que tu vas monter de level, quoi. Dans beaucoup de jeux, en tout cas, des trucs de gacha, des Diablo, des machins comme ça, c'est... Oula, ce que je viens de dire sur Diablo, putain, non. Tu l'as mis à côté de gacha, tu vas te faire... Mais en l'occurrence, non, mais c'était pas pour dire que Diablo est un gacha, c'est pour dire que dans ces modèles de jeux-là, les modèles qui les inspirent au départ, c'est des modèles un peu, tu sais, de machine à sous, il paraît. Des modèles étudiés de récompenses et des charges, voilà, bien régulés pour que ton cerveau s'habitue, quoi. Bref, c'est un gacha, quoi. Ça vous est déjà arrivé de jouer à un jeu de rôle et que la transition, par contre, vous prenne, c'est-à-dire, alors je parle de quelle transition? L'argent existe, d'accord? Dans le jeu, c'est une ressource que votre personnage recherche, bon, mettons. Et au bout d'un moment, vous commencez à utiliser cette économie pour faire des achats et à envisager d'autres achats que vous pourriez faire avec l'argent, des projets qui ont besoin d'argent, et vous commencez à suivre scrupuleusement la table de l'économie pour vous payer une maison, pour faire du housing, par exemple, dans un RPG, ou pour vous payer une armée dans un jeu de rôle, pour faire un mariage, pourquoi pas, enfin ce genre de truc, quoi. Vous commencez à partir en mode full capitaliste. Je crois que j'ai jamais joué l'économie jusqu'à là, ouais. Ouais, ça a jamais été un objectif en soi, mais j'avoue, ouais, dans la dernière édition de Donjons et Dragons, la 2024, il y a les concepts de bastion, et c'est peut-être la première fois que justement j'ai commencé à me projeter au-delà de mes intentions de personnage qui se dit ok, il me faut 500 PO pour acheter tel objet parce que je le trouve utile pour l'offrir à mon papa. Mais au-delà de ça, ouais, il y a ce côté oh mais regarde le blé qu'on peut se faire si on fait ça bien. C'est quoi les bastions là? J'ai pas la ref. J'ai pas lu 2024 Donjons et Dragons. Bah alors je veux pas trahir le système ou quoi que ce soit parce que je le connais pas par cœur, mais Dans tes covers, je viens d'insulter Diablo là. Tu peux... Mais de ce que j'en ai connu, ouais. Enfin, par exemple, là, on fait en sorte que toutes les semaines qui se passent en jeu, on peut donner des ordres à des bâtiments. Donc, par exemple, tu vas avoir une forge, tu vas leur dire, bah voilà, tu vas me faire 5 harcourts et je te donne l'argent nécessaire pour faire ça. Ou alors, tu vas dire, bah voilà, le tel marchand, je vais lui donner 100 pièces d'or et il va les faire fructifier en 120 pièces d'or en une semaine, ce genre de choses, quoi. Ah, voilà. Et donc, c'est... Oui, il dit comme ça. Non, mais alors moi, j'adore ça. Hein. Moi, c'est un aspirateur, ce truc-là. Hein. Mais c'est vrai que c'est prenant parce que tu te dis qu'il y a des choses qui deviennent accessibles, mais c'est aussi un peu vertigineux. Ça demande quand même un petit peu d'investissement de temps et de réflexion en dehors du jeu, quoi. Et c'est Donjons et Dragons qui a un système pour ça maintenant, un système qui est dans le bouquin de base? Ouais, je crois que c'est dans le bouquin de base de 2025. Ouais. Ok. Il y a un vrai kiff, je trouve, à démarrer une entreprise. Mais d'ailleurs, les films, les success stories d'entrepreneurs marchent très très bien au cinéma. Moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont attirés par ce côté. Ok, on part de zéro et à la fin, on va construire une multinationale ou ce genre de truc. Bon, souvent parce qu'il y a un truc du film de gangster aussi. C'est des coups de Trafalgar dans tous les sens ou des choses comme ça. Mais le fait d'avoir un petit système économique dans un jeu, ça peut t'embarquer loin sur ce genre de truc. Hein, quand ça tient un peu la route, quoi. Et surtout quand il y a un objectif derrière, quoi. Enfin, moi, là, typiquement, mon perso, dans ce cas de figure, il veut vraiment se faire un blé pour mettre le daron à l'abri. Et c'est vraiment un principe où je sais pourquoi mon personnage veut au taquet de pognon. Après, simuler ça dans un jeu où c'est juste de l'avarice, je sais pas. C'est dur de projeter sans avoir un objectif concret, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que ça démarre comme ça, tu vois. Tu veux une maison pour mettre le daron à l'abri, et puis un jour quelqu'un va dire on va brûler la moitié de la ville pour une épidémie, dont ta maison, et tu vas dire bah non, jamais de la vie. Que le daron soit encore là ou pas, parce que juste t'en as trop chié pour avoir cette maison. Oui, il y a un attachement qui se crée, ça c'est sûr. Hein. C'est que indépendamment du modèle commercial, il y a aussi un truc où tu te dis bon, j'ai monté un truc, il y a intérêt à ce que ça se casse pas la gueule, quoi. Ah, clairement. Et puis c'est très bien dans un jeu de rôle d'avoir un objectif à tous les stades, quoi. Et si tu mets ce type de système en place et que ça permet qu'il y ait un ou deux personnages autour de la table qui se disent ah bah super, moi je veux un château, combien c'est 50 000 pièces d'or, ouais, on va les trouver. Et quand ils l'ont, ils ont un attachement matériel au monde. Peu importe qu'il l'ait ou pas, en fait. Ouais, peu importe qu'il l'ait ou pas, tu vois. C'est juste, ils savent dans quelle direction aller. Et l'histoire avance, l'histoire
par-delà, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, enfin nous en tout cas dans cette mise en place des bastions, bah, du coup ça crée à la volée plein de PNJ auxquels t'as envie de t'attacher et de découvrir potentiellement une histoire qui n'existe peut-être pas sur le moment. Mais voilà, le forgeron que tu vas voir toutes les semaines ou à qui tu vas envoyer un pigeon pour lui dire bon fais ça, fais ci, fais ça. Et que bon on te dit ah bah je sais pas, on a vu des gars qui ont commencé à rôder autour du bastion et donc du coup ça devient inquiétant. Tu commences à te prendre d'affect pour eux, à te dire bah non moi j'ai pas envie juste qu'ils cassent la forge, mais au-delà de ça j'ai surtout pas envie que le forgeron il se fasse péter la gueule quoi. Ouais, on parlait de comment il s'appelle avant l'émission là, Petroni et ses petits Claude Ponty. Claude Ponty et ses maisons, ses dessins de nid. Je trouve qu'il y a un côté comme ça quand tu commences à construire des fiefs, du housing en jeu de rôle, des PNJ auxquels s'attacher. Il y a un côté un peu polypocket quoi, et tu t'attaches très fortement à un endroit pour lequel tu serais prêt à tout donner quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'à la base, moi je l'avais pris comme c'est intéressant, explorons ce set de règles sans que j'en ai un autre intérêt que en fond, bah c'est cool, ça nous fera du pognon. Et au final, ouais, il y a plein de choses qui en découlent du fait que bah tu y investis un peu de la réflexion, donc tu dis autant que ça soit utile aussi en dehors de ça. Et en fait, ça découle tout seul et ça crée des nouvelles histoires. C'est trop bien. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de très politique aussi au lieu concret comme ça. Enfin, quand j'étais ado, je pense qu'il y avait beaucoup de nos campagnes dans lesquelles on avait des havres comme ça qui étaient des colocations en fait, parce qu'on fantasmait de notre indépendance de jeunes adultes. Enfin, aujourd'hui, construire un bastion avec les autres joueurs à la table et donc le système politique qui va avec, son mode de fonctionnement, c'est hyper intéressant parce que tu recrées des imaginaires en fonction aussi de tes fantasmes à cette période de ta vie, de tes projections dans le jeu. Je pense que c'est des terrains qui disent beaucoup des gens autour de la table et de la façon dont ils veulent cohabiter aussi avec les autres dans l'espace fictionnel quoi. Je sais pas quoi rajouter, mais je suis très d'accord. Moi non plus, je me suis bien écouté là. Oula. Tu t'es auto-soufflé quoi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est intéressant. Quelle fois, ces podcasts. Oh j'ai noté un truc sur le rapport à l'employeur. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que ça vous inspire Pas du tout. Je voudrais parler de l'hydratation en JDR. J'ai pas compris la question. Le rapport à l'employeur. Là, dans la scène, il y a un employeur et on va voir se dessiner, je suppose, le rapport à cet employeur dans le reste de cette petite campagne. C'est un truc ultra commun au JDR. Est-ce que c'est un terrain qui vous intéresse, qui vous inspire quelque chose? Le rapport entre un PJ et un employeur? Sinon, on jette. Ah, non, j'ai plein de trucs à dire, mais je laisse Meg être un peu libérée. Ouais, bah disons que moi, ce que j'ai trouvé rigolo, en tout cas dans cet extrait, c'est que justement, elle s'est mise un peu en mode officiel, en réfléchissant à la stratégie de communication, bon, comment il s'adresserait, quel type de langage il faut utiliser pour que ça soit pertinent. Donc, déjà, c'est rigolo parce que tu vois que c'est pas n'importe qui et il y a forcément un rapport de force qui s'établit. Mais au-delà de ça, je me demande d'autant plus en solo comment tu te crées une opposition raisonnable. Comment dire, c'est pas quelqu'un qui est de ton côté, quoi. C'est quelqu'un qui a ses propres intérêts. Comment faire en sorte que justement ça soit quelqu'un qui puisse aller dans ton sens, mais qui ne te facilite pas la tâche non plus. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Comment est-ce que tu joues une bonne négociation contre toi-même, quoi? Ouais, ça, voilà, c'est ça. Et l'employeur, en plus, souvent, tu sais, c'est une personne que tu rencontres. Tu pars du principe qu'elle a des objectifs. Et souvent, elle en a des mieux définis que toi, parce que toi, tu viens d'arriver, tu rencontres l'employeur, et tu vas souvent te dessiner en creux par rapport à l'employeur, tu vois. Quand tu vas découvrir que ton employeur, que ce soit le roi ou autre, hein, vous m'avez compris, il veut, je sais pas moi, éradiquer la race des elfes, tu vas te positionner sur un éventail moral par rapport à ça, quoi. Et là, quand t'es en solo, ça nécessite quand même d'avoir une assez bonne idée de comment tu ranges tes idées en tant que ton propre maître de jeu, je trouve. Par exemple, à quel moment tu poses la question des objectifs réels d'un PNJ? Si tu la poses dès que t'arrives face à lui, tu n'as plus de notion de surprise potentielle, donc tu dois toi-même te réserver des surprises. Ça paraît assez technique, quoi. Bah, en lisant des comptes rendus de parties solo, c'était des trucs dont je m'étais rendu compte. C'est en fait, ils rencontrent un PNJ, ils entament la discussion avec le PNJ, et au bout d'un moment, ils se disent, là, c'est le moment où je comprends qu'il y a des objectifs cachés, lesquels sont-ils, et on les définit à ce moment-là, tu vois. Et effectivement, je pense que c'est des muscles qu'il faut travailler, quoi, tu vois. Il faut que tu aies certains automatismes, comme tu dis, parce que, en fait, tu joues à des propres mystères contre toi-même, et tu te laisses toi-même des propres indices. Donc, à quel point est-ce que tu joues ce truc d'indice, d'enquête, de secret, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein. Je me suis déjà fait un jeu de piste à moi-même, mais j'étais sous LSD, donc ça compte pas. Vas-y, mais. Je fais le parallèle beaucoup plus pragmatique de jouer aux échecs contre soi-même. Ouais. Et typiquement, c'est le genre de truc dont
dont je suis incapable parce que au bout de 3 coups, je me dis bon, en fait, on se fait chier. Tu tournes un peu en rond, tu sais déjà quelle stratégie tu veux mettre en place quand tu joues. Donc quand tu joues en face, tu sais déjà que tu veux contrer ça. Enfin, je sais pas. Ouais, faut vraiment mettre les bons outils dans le bon ordre, je pense. Parce que tu peux tout à fait définir un employeur tel qu'il est dans le dialogue. Et effectivement, un peu plus tard, définir qu'il veut éradiquer la race des elfes. Ça te dit peut-être pas tout, en fait. Pourquoi il veut le faire, tu vois. Donc tu peux toujours mettre un mystère derrière un mystère si tu ne te spoil pas trop vite ton propre JDR, je pense. Et quand est-ce que tu te poses cette question justement de quelles sont ses motivations du coup, tu vois, enfin, quel est le moment où tu te dis ok, c'est adapté de se poser cette question et je peux me surprendre maintenant? Mon impression, mon intuition, c'est que c'est quand t'en as besoin. Si t'arrives devant la cité et que tu te dis tiens, ça me paraît un peu logique que le garde ait une chance de me demander de l'aide, c'est à ce moment-là que t'as besoin de poser la question. Tant que t'acceptes de bosser pour l'employeur et qu'il te dit pas de faire un truc contre lequel t'as un vrai problème, potentiellement t'as pas encore besoin de te poser quoi que ce soit comme question, quoi. Donc ouais, je sais pas, quand t'as une absolue nécessité, me paraît déjà être une bonne limite, mais il y en a peut-être avant, hein. Faudrait faire l'exercice plus souvent. Inviter cette personne en saison 2. Si tu fais des jeux narratifs avec du world building collaboratif type les PBTA et tous les autres jeux de cette clique-là, je pense que tu as déjà une partie de ces mécanismes-là. On parlait tout à l'heure du world building que tu définis au fur et à mesure de la partie. Je pense qu'avoir ces automatismes-là, ça doit t'aider à faire du jeu de rôle solo. Et inversement, quoi, faire du jeu de rôle solo, ça doit t'aider à savoir de quoi tu as besoin comme information pour que la fiction soit intéressante tout de suite, quoi. C'est pour ça que ça me paraît si abstrait en fait. Ah ouais? Parce que j'ai pas de pratique, ouais, je pense. Ouais. Comme genre dans 10, ça doit être un muscle et je pense que c'est. Tu peux gagner en confiance petit à petit en te disant ah mais ouais en fait j'ai une bonne idée là. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier mes propres envolées personnelles, mais j'ai encore jamais fait le pas de me considérer suffisante pour faire une activité ludique comme ça. Et c'est un truc qui te tente et genre vraiment t'es dans la position de j'ose pas sauter le pas ou juste l'envie viendra quand tu seras prête. Ouais, je pense que c'est plutôt la deuxième option parce que je suis encore en pleine découverte boulimique là du jeu de rôle et j'ai vraiment soif de jouer avec des gens quoi et de prendre comme une éponge justement toutes les possibilités de pratiques, d'attitudes et puis même de types de jeux de rôle quoi. Enfin il y a tellement de manières de jouer différentes que je pense que j'ai pas encore fait un panel suffisant pour pouvoir ensuite vraiment définir ok moi c'est ça mon truc quoi. Et comment tu vis des expériences moins bonnes? Tu dois commencer, j'imagine, à avoir des expériences que tu trouves moins agréables que d'autres que tu as eues auparavant. Et est-ce que tu te dis merde, j'ai un peu tourné autour du pot, j'ai un peu perdu du temps ce soir, comme quand je finis pas un bouquin par exemple, pour une discussion qu'on a eue. Ou alors est-ce que tu te dis franchement c'est hyper intéressant parce que j'apprends beaucoup plus de choses en voyant quelque chose qui ne marche pas qu'en voyant quelque chose qui marche. Ouais, non, ben là, pour le coup, j'ai qu'une expérience qui m'est venue en tête, mais avec ta question, du coup, elle prend vachement de sens. Je suis tombée à un moment donné sur une partie où le MJ, quand on faisait des réussites ou des échecs, c'est lui qui interprétait la manière dont se passait la réussite ou l'échec, alors qu'on connaît le résultat du dé, et donc que c'est réussi ou non. Un exemple bête, mais par exemple, on va faire une réussite critique, il va nous dire comment se passe notre réussite critique. Ouais. Et j'ai trouvé ça extrêmement frustrant en tant que joueuse parce que justement je me disais c'est le moment où justement je peux avoir un petit peu de répondant et faire un peu de une scène qui me paraît un petit peu impressionnante ou en tout cas où j'ai envie de me projeter moi et mon personnage et j'avais l'impression qu'on me retirait mon personnage et que j'avais pas la main dessus et qu'on le jouait à ma place. Mais justement j'ai vachement trouvé ça intéressant parce que au début j'étais frustrée et je savais pas pourquoi et après coup j'ai compris que c'est parce que justement on m'avait retiré la main sur mon perso et ça m'a permis de me dire ok c'est exactement ce que je ne veux surtout pas imposer à ma table. Okay. Le jour où je me prendrai le courage à deux mains de mener une table quoi. Ça veut pas dire que c'est forcément une mauvaise pratique ou quoi que ce soit mais en tout cas ça m'a permis d'affiner mes propres goûts. Ah, mais t'as vu ce que toi ça te retirait et t'as dit ça c'est un truc que je veux pas qu'on me retire en tout cas dans ce jeu là quoi. Ouais. En gros ça, on analyse vachement plus vite quand on se plante je trouve. Complètement. Là où je veux en venir c'est que quand tu fais l'exercice de te maîtriser à toi-même une partie de jeu de rôle tu vas vite, en fait. Tu rencontres techniquement à chaque mot une situation où tu dois te poser la question de ce que tu vas faire après, quoi. Et donc quand ça s'écroule, tu peux auto-analyser ce que t'as fait, tu peux le rectifier parce que personne n'est là pour t'en empêcher, quoi, et enchaîner. Donc je pense que faire du jeu de rôle solo, ça doit être hyper formateur en termes de rythme, d'erreur, échec, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu poires ta conversation avec l'employeur, par exemple, en disant « Ah bah tiens, je vais tirer ses objectifs dès maintenant. Il veut contrôler le monde. » Oui, mais merde, mon perso le sait pas, j'ai pas envie de jouer en faisant semblant de pas le savoir, et bah vas-y, j'efface genre
recommences, tu vois. Il y a un côté brouillon potentiel, pas à ce que fait la personne qu'on écoute, hein. Un côté brouillon potentiel au jeu de rôle solo que je me dis qu'il doit être un terrain hyper didactique. Ouais, mais encore une fois, pour jauger la difficulté, justement, ouais, quand tu vas te retrouver face à, même à un employeur qui est pas forcément sympathique, ou même le truc classique du je veux négocier avec lui, parce que, il m'a dit 200 et moi j'en veux 250. Savoir jauger ça pour que ça soit à la fois juste, qu'il y ait un côté antagonisant du donneur de quête, mais en même temps pas rendre le truc trop facile comme si tu trichais. Enfin, je sais pas, je trouve que Mais la c'est question, super impressionnant. elle est hyper dure à résoudre aussi à une table de jeu de rôle à plusieurs. Quelle somme d'argent je mets et comment j'active la négociation pour qu'elle soit intéressante dans la diégèse, intéressante ludiquement parlant? C'est un casse-tête. C'est un casse-tête dont la réponse va se trouver dans tout un truc qui s'appelle le système du jeu auquel on joue, avec ses règles, son univers, patati patata. En solo, tu peux essayer 36 trucs. Si ça te plaît pas, si ça donne rien, tu te juges que toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu frosses personne autour, ouais, il y a Mais ça ouais. aussi. Donc en fait, le jeu de rôle solo comme terrain de... Ce qui est bizarre, c'est que c'est moins engageant qu'une partie de jeu de rôle, on va dire, plus standard, à plusieurs, quoi. Alors qu'en fait, comme terrain d'engagement pour des gens qui veulent devenir MJ, je me dis, l'exercice est vachement intimidant, mais en fait, il doit être très, très formateur. Très vite, en plus. Et même comme terrain de décortiquage de tes routines de jeu, je pense que ça doit être super intéressant. Tu vois, tu dis, il y a une négociation qui est en place. Est-ce que c'est à moi de faire un jet? Est-ce que c'est un jet en opposition contre des stats de PNJ, auquel cas il faut que je crée une fiche? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je tire un oracle pour savoir s'il accepte ou pas la négociation? Et t'as moyen de t'arrêter 5 minutes pour te poser ces questions-là, quoi. Te dire, ok, très bien, comment est-ce que j'ai envie de... Comment est-ce qu'on m'autorise ça, cette négociation? Est-ce que je le fais juste au RP? Auquel cas, je peux décider que je gagne, c'est pas drôle. Est-ce que je décide que je perds? Ce qui est pas drôle non plus, mais peut-être que c'est intéressant à un endroit où on est dans la négociation. Peut-être que... Enfin voilà. Et en fait, t'as beaucoup d'embranchements. Tu peux te prendre le temps de les analyser, de savoir qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Et le jour où tu seras MJ sur une partie, si quelqu'un te dit là je vais essayer de négocier, paf, t'auras déjà tous tes outils rangés et tu pourras te dire ok, c'est possible, c'est pas possible, tu vas faire un jet, attends, je jette un oracle, t'auras déjà des trucs, quoi. Ça, je pense que ça doit être bien aussi pour ça, quoi. Ouais, ça doit être assez nourrissant en outils, les AP de ITA, là, je pense. En plus, c'est monté. Déjà que ça va vite, le jeu de rôle solo, je trouve. Là, encore plus, quoi. Est-ce que vous avez un autre sujet qui vous vient sur l'AP ou est-ce qu'on se fait une petite pause avant le dessert? Faudrait se faire un dessert, là. Ok. Vas-y, go jingle. J'ai un exercice à vous proposer. C'est-à-dire? Pendant l'extrait, là, non seulement on prend des petites notes, mais on essaye de se dire, si j'étais à sa place, est-ce que je poserais une question aux oracles fermés, donc, et si oui, laquelle? Fermé, c'est oui, non. Ouais. Ok. Peut-être l'extrait, ça pas propice, quoi. Que tout le monde est prêt. Oui. Yep. Jingle enregistré. Jingle est dans les starting blocks. Du pays de Pierre Corneille, faites venir un canto des plus complets. On n'écrirait plus comme ça aujourd'hui, c'était une autre époque. Je crois que je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique. Noyeur. Donc ça, c'est un peu des mobs faciles à... Un spectre de midi, why not, hein? Attendez. Les gens racontent que les spectres de midi sont les âmes de jeunes femmes assassinées avant leurs noces. Elles réapparaissent sous une forme terrifiante, vêtues de blanc, et sont condamnées à hanter les champs lorsque le soleil est à son zénith. On dit qu'elles conservent la même intelligence que de leurs vivants, mais que, rongées par le chagrin et la soif de vengeance, elles attaquent à vue les malheureux qui s'aventurent trop près d'elles. Toutefois, elles ne tuent pas en usant de griffes et de crocs. Les légendes prétendent qu'elles prennent le contrôle de votre corps à l'aide de la magie noire et vous forcent à danser en leur compagnie jusqu'à ce que le soleil se couche. À partir de cet instant, vous êtes libre et probablement mort depuis longtemps. C'est pas mal ça. On va partir là-dessus. Je pose le maximum. Merde, attendez. Qui ressemblait à des sanglots est en fait un spectre de midi. Sa robe de noces en lambeaux laisse filtrer le soleil, rendant cette scène surréaliste. Elle me regarde et je dégaine mon épée. Ok. Ok. Qui veut commencer? Bah vas-y. Donc pour moi, elle a vraiment une attitude de MJ comme je la fantasme dans l'attitude d'un MJ quand il fait sa création d'histoire. C'est vraiment, j'ai l'impression que l'activité de JDR solo, c'est vraiment un exercice, comme on disait, qui tourne vraiment autour du fait d'être quasiment plus MJ que personnage, quoi. En tout cas, t'as l'exercice plus ou moins complet du MJ, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis à la limite, tu vas te dire bon, mais comment est-ce qu'il pourrait réagir? Bon, ça c'est quand tu pousses la préparation, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément de cette école. Moi qui me projette un petit peu
comme ça sur mes premières parties où je sens que je vais pas partir au pied levé en me disant oh, bah, j'improviserai sur le tas en fonction de leur réaction face à ce que je leur propose. Je vais forcément essayer d'imaginer un petit peu comment vont réagir les personnages. Et donc là, c'est vraiment, entre guillemets, le full circle, quoi. C'est l'exercice complet, quoi. Et est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu as noté une question que tu poserais ou pour laquelle tu utiliserais un oracle si tu étais en train de faire l'exercice à sa place là? J'ai 2 questions en réalité. Bon, déjà, c'est dans le choix du monstre. Elle dit, ok, c'est pas mal. Alors là, ça me prend beaucoup au dépourvu personnellement, hein, pas pour elle, mais personnellement parce que je me dis mais comment je me dirais c'est pas mal, sur quelle échelle je me base, qu'est-ce que je considère comme bien ou pas. Alors bon, j'imagine qu'il y a un système autour qui te permet peut-être d'avoir, je sais pas, le niveau de la rencontre ou quelque chose du genre, mais déjà rien que ça, je trouve ça super intimidant de se dire ok, ça ne dépend que de moi et encore une fois de faire une rencontre équilibrée et intéressante, ça me dépasse un peu. Enfin, le pas mal me paraîtrait du point de vue extérieur évidemment abstrait. Peut-être qu'elle a un système qui lui dit vous avez le choix entre un monstre de la page 65 à 67. Peut-être pas, peut-être juste qu'elle dit allez, peut-être qu'elle est de mon école, tu vois. Peut-être qu'elle dit eh ben pourquoi pas. Genre, il n'y a pas de contre-indication. Allez, on part là-dessus. Et peut-être qu'elle s'en fout de l'équilibrage du combat. Faut savoir. Hein. J'avoue, c'est impossible à dire, quoi. En tant que débutante, je trouverais ça plus simple d'avoir un système où c'est mécanisé, au moins pour les premières expériences. Puis ensuite, une fois que tu prends un petit peu confiance en tes propres capacités de faire des jauges, tu peux ensuite plus improviser. Mais je pense que c'est vraiment une question d'expérience et de connaissance, quoi, de soi. Et donc, qu'est-ce que tu demanderais à l'oracle éventuellement? Tu me disais, tu avais noté 2 idées. La deuxième question, c'était quelle serait l'intention de la créature en face de moi, en fait. Quels sont ses propres objectifs et pourquoi elle est là, quoi. Ok, mais il faut que tu la fasses sous la forme d'une question fermée, du coup, je pense, si on fait un pur oracle. Ah oui, d'accord. La charte de tout à l'heure, en tout cas. La créature a-t-elle un objectif qui est opposé au mien? Ouais, c'est pas mal. Hein. Par curiosité, t'avais noté une question, toi? Ouais, j'avais noté est-ce trop tard pour échapper au spectre? Parce que moi, j'aime bien me foutre dans la merde. C'est vrai. Est-ce que je peux fuir? Non. Ah bon, bah voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le moment où je me dis qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je rencontre un monstre. Est-ce que c'est trop tard? Enfin, je trouve que c'est trop bien. Parce que trop tard, ça veut dire que globalement, il va danser jusqu'à la nuit ou elle va danser jusqu'à la nuit. Ce qui est un développement trop cool, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je serais trop content d'avoir les 2 résultats. Donc, vas-y, c'est parti, quoi. Et en plus, ça me suscite l'intérêt. Je pense que si tu poses que des questions un peu soft, tu risques de t'enfermer sur des trucs où tu vis pas trop d'aventures palpitantes. Alors qu'en fait, de la vas-y. mise en place et donc des payoffs plus tardifs potentiellement. Ouais, moi je pense que je me mettrais dans la sauce tout le temps, quoi. Bah, surtout que tu joues en solo. T'as pas fait venir des gens chez toi et ce serait chiant que ça s'arrête au bout d'une demi-heure. Autant y aller à fond, quoi. Ça me fait penser à une autre attitude que j'ai sur les livres dont vous êtes le héros, justement, où des fois je suis incapable de prendre une décision entre les deux. Et ça fait longtemps que j'en ai pas lu, hein, mais de souvenirs, mais j'utilisais mes 10 doigts pour marquer les pages. T'avais 10 sauvegardes, enfin 9, quoi. Exactement. Faire une sauvegarde rapide. Et un chargement rapide. Un peu de mécanique. Comme on disait, au niveau des oracles, quand est-ce que tu considères que du coup, non, j'en tire qu'une et je m'impose ce résultat? Là, la sauvegarde rapide, quand t'es en solo, c'est un truc que je me dis, ça peut devenir très vite vicieux, où tu te dis, bon, bah, vas-y, c'est rigolo, on va aller dans le sens où, en effet, j'ai pas le temps. Puis bon, bah, si je me fais goumer et qu'en fait, c'est très déséquilibré, je recharge la partie juste avant et en fait, bon, bah, il n'est pas trop tard pour essayer de s'enfuir ou en tout cas de trouver un terrain d'entente. Et ouais, un terrain glissant, quoi. Et quelle est la limite pour le retcon, quoi? J'ai ça dans les jeux vidéo narratifs, j'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé des 2 côtés et du coup des fois je recharge et tout. Ouais. Et du coup tu perds presque le fil de l'histoire à force d'essayer de trouver le meilleur Nathalie. Je vous juge fort, je vous le dis. Je pense que vous passez à côté de tout le sel de ces jeux-là. Ah non, j'en suis sûre. Parce que quand t'as plus assez de doigts, de toute façon t'es dégoûté et t'es là, bon, bah, à un moment donné il faut prendre une décision. Mais c'est la peur de manquer là. Moi personnellement, c'est le FOMO, il joue à fond. Je comprends, mais tu vois, quand tu joues à Baldur's Gate 3 par exemple, je pense qu'il faut assumer ses décisions à mort. En tout cas, il y a une école de jeu par là et elle est incroyable, quoi. Et c'est un lâcher prise aussi, hein, comme l'impro. Hein. C'est un peu un lâcher prise. Je me force à le faire mais effectivement, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et je me rappelle avoir joué les Telltales Walking Dead là. Où t'as des QTE, si tu les rates, tu pars dans des embranchements, t'as jamais de sauvegarde et tout, et t'as vraiment l'impression d'avoir merdé, quoi. Et c'est une sensation vraiment très très personnelle, quoi, très interne, quoi. Le moment où t'as raté le QTE, alors que ça se trouve il était pas gagnable, ou alors que tu le réussisses ou que tu le perdes, c'était la même issue. T'as vraiment l'impression d'avoir merdé et que ton pote est mort à cause de toi, tu vois, entraîné par les zombies parce que t'as pas réussi à le tirer. Ouais, absolument. C'est ça, mais vu que moi j'essaye toujours d'avoir le meilleur outcome possible, enfin la meilleure résolution possible, c'est tellement frustrant, quoi, de se dire j'ai potentiellement raté la happy ending où vraiment tout le monde survit et tout le monde est heureux à la fin.
très particulier aux jeux vidéo parce que c'est pas pareil avec les JDR où des fois t'as juste envie d'avoir du drama. Mais... C'est vrai que les histoires les plus marquantes, c'est celles où tout le monde est vivant à la fin, quoi. C'est connu. Enfin, bref. Est-ce qu'il y a une Bah oui. pointe de sarcasme? Pour avoir regardé la dernière saison de Stranger Things, je suis assez d'accord. Hein. On peut pas laisser ça dans le podcast parce que ça peut être Non. un spoil et tout. Tu peux pas. Mais la non, mais laisser. qui laisserait ça dans un podcast? Je te jure. Ouais, ce serait criminel, heureusement que je veille. Moi, il y a un truc dont j'aimerais bien parler, c'est qu'elle fait de la lecture de lore de façon très tranquille et très posée, encore une fois parce qu'elle est toute seule. Je pense pas que ça fasse partie de sa toolbox de MJ de tranquillou, bilou, lire la demi-description du monstre si elle accueille des gens à sa table. Mais ça m'a rendu nostalgique. Ça m'a rendu nostalgique de mes premières parties de jeux de rôle où j'étais enfant, on avait tout le temps du monde. Alors, probablement qu'en termes de rythme, c'était à chier. Mais aujourd'hui, quand je joue 3 heures, 4 heures le soir, et je cours après une efficience, quoi. Enfin, une efficacité, je sais pas pourquoi je dis efficience. Alors que là, elle se pose, en plus, vous avez pas la vidéo, mais elle a un plaid et une espèce de petite lumière hyper cosy. Elle a l'air hyper bien. Et elle prend le temps de lire son truc. Elle est pas pressée. Et je sais pas, je trouve ça hyper agréable. J'aimerais pouvoir m'asseoir à une table de jeu de rôle où on fait ça et pas trouver ça hyper énervant. Trouve la vidéo où elle fait le tour de son bureau et tout ce qu'elle a sur son bureau parce que tu n'es qu'au début de tes émerveillements. Ah Quoi. ouais, le lore ITA, mais j'en veux plus. En fait, elle s'est vraiment fait un espace dans lequel elle est le plus agréable possible pour faire du jeu de rôle solo. Et du coup, elle a toute une vidéo qui explique avec tous les objets qu'elle a sur son bureau, pourquoi c'est cela, qu'est-ce qu'elle a mis, qu'est-ce qu'elle a pas mis dans son champ de vision. Enfin voilà, trop bien. Ok, c'est parti, on parle du plaid. C'est quoi votre setup jeu de rôle en ligne là? Les meilleurs trucs. Mais est-ce que t'as un grade d'eau? Un quoi? Un grade d'eau télescopique. Comment t'es installé quand tu fais du JDR en ligne? J'ai ma barre roulée, j'ai de quoi boire et me resservir. Le plaid, il est toujours à côté. Et après, non, en vrai, c'est pas beaucoup plus évolué que ça. Hein. S'il y a un petit truc à graille, c'est cool, mais il y a pas de déco ou quoi. Enfin, j'ai toujours les livres à l'arrière pour aller piocher dedans pour me rassurer, mais au final, je le fais jamais parce que j'ai l'impression justement que ça fait un temps mort et que je vais peut-être perdre le fil de quelque chose qui est en train de se jouer. Donc, c'est plus un doudou mental que vraiment utile, quoi. Ok. Et toi, Jean-Nanon, t'as des super trucs dans ton setup? Non, j'ai rien de super original. Enfin, en tout cas, à côté d'Imagine ton aventure, c'est clair que je suis un gros nulard. J'ai quand même les bouquins de jeux de rôle. J'ai toujours sur mon côté de bureau, là, j'ai toujours le bouquin de jeux de rôle du moment. Il est toujours posé là. Il a une place, tu vois. Il y a une place avec le bouquin de jeux de rôle du moment. Et j'ai un tiroir qui est genre le premier tiroir juste en dessous du bouquin de jeu de rôle. Et j'ai tous mes dés dedans qui sont classés par dans des petites boîtes et tout. Donc j'ai vraiment tous mes dés sous la main. Waouh, ok. J'en ai pas ça a beaucoup. l'air fou le tiroir. Non, pas du tout. Non, pas tant que ça. Bah ouais, j'ai envie de me faire un setup comme elle. Là. Je serais trop bien pour faire du JDR. Mais la vérité, c'est que quand je maîtrise, j'ai besoin qu'il y ait le moins de trucs possible autour de moi. Tout soit très organisé, ça aille vite. J'ai un truc de rendement et elle a moins ça vu qu'elle joue en solo, quoi. Parce que tu penses que avoir des trucs dans ton champ de vision, au contraire, ça serait quelque chose qui te gêne plus qui t'aide à imaginer ou à visualiser des... Bah, j'ai une organisation de barista, moi. C'est-à-dire que quand je tends le bras, j'attrape ce truc. Je tends l'autre bras, j'attrape un autre truc. Les logiciels doivent être prêts. Tout l'espace est occupé par des trucs utiles. Je sais pas comment dire. Je peux pas me servir un thé en faisant du jeu de rôle quand je maîtrise. Parce que t'as pas envie de t'asseoir soit à côté du clavier ou parce que... Mais c'est impossible. J'ai pas le temps de boire le thé pendant que je bois le thé. Je pourrais être en train de noter un truc ou de réfléchir. C'est pas possible. J'ai joué avec quelqu'un il y a pas longtemps. Il avait un bureau réglable et il pouvait se mettre debout et déambuler dans la pièce pendant qu'il jouait parce qu'il a un micro-casque sans fil. Trop bien. En fait, en jouant, il déambulait dans la salle, il parlait, tu sais, un petit peu, il faisait les 100 pas. Il a été faire un peu de vélo d'appartement à un moment donné et tout. J'étais trop jaloux. Il va courir, il signe des chèques. Et en fait, il ouvre la porte et derrière, c'est la Maison Blanche, si tu veux. Ah oui, d'accord. Le GOAT. Mais les meilleures conversations en distanciel, c'est celles où je suis mobile aussi. Hein. Enfin, je pense que ça, je sais pas si ça stimule l'imagination ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai, ouais, moi aussi, ça me fait grave envie, ça. Donc, on essaie de faire une partie de jeu de rôle, mais on est tous en train de marcher dans la rue en même temps. C'est la quitte à assumer. Quoi. Ok, autre chose sur le dessert, on s'en remet un petit coup. Attends, il y a un truc super important, il fallait en parler. Alors attends, on a parlé d'être en posture de joueur ou de joueuse, on a parlé d'être en posture de mener une partie, mais elle réintercale autre chose, c'est qu'elle fait de la préparation de partie en même temps. Et feuilleter le manuel des monstres, je trouve ça chiant. Si j'étais en situation de qu'est-ce que je rencontre maintenant, feuilleter le manuel des monstres, ce serait une expérience trop cool. Pourquoi personne n'y a pensé? En plus, tu le découvres en même temps. Mais oui, en plus là, les images et le manuel du Witcher, toutes les images de monstres, elles sont trop cool, elles me font trop rêver, quoi. Alors que je les lirais dans n'importe quel autre contexte où je suis pas en train de me demander sur quelle créature je vais tomber, dans ma partie de jeu de rôle de réflexion que je suis en train de vivre, que ça me paraissait très de 1 à 10. Je pense que les bouquins de jeu de rôle ont été faits
fait pour cette expérience-là plutôt que pour celle qu'on a l'habitude. Alors je suis complètement d'accord avec ça. Le fait que ça se voit que ça l'inspire en plus, puisque derrière, elle rédige elle-même, mais sans regarder forcément le texte du livre, mais quelque chose d'assez poétique et équivoque, quoi. Enfin, sa robe de noces en lambeaux a laissé filtrer le soleil. C'est quelque chose qu'elle sort de son propre imaginaire et qu'elle restitue d'une longue description qui est relativement court, mais qui pourtant veut tout dire, quoi. Ouais. Ça va avec ce qu'on disait sur le fait que c'est un exercice complet, entre guillemets, du jeu de rôle que tu fais quand tu joues en solo. Tu changes de casquette beaucoup, visiblement, mais ça doit être extrêmement formateur, quoi. Tu fais tout à la fois, dans l'ordre qui te sied. Enfin, tu t'enlèves juste la partie « Oh mince, je dois m'organiser pour la partie dans une semaine, il faut que je fasse tous les trucs dans l'ordre pour être prêt. » Non, t'y vas et tu fais ce dont t'as besoin quand t'en as besoin. Une fois que t'as les bons mécanismes, tu dois même pas faire de prep inutile ou très peu, tu vois. Tu dois lire un petit peu au début le bouquin pour savoir un petit peu le contexte et tout, etc. Le manuel des monstres, tu peux te dire, ce sera juste au moment où je rencontre des monstres. Et puis voilà. Ou alors t'en prends quelques-uns qui te bottent dès le départ pour préparer ta partie, et puis après t'y retournes plus tard. Je pense que tu vas avoir beaucoup de préparation efficace parce que c'est du temps de jeu. Donc tu te dis, je vais passer ce temps de jeu à lire le manuel des monstres parce que j'en ai vraiment besoin, tu vois. Ouais. Moi qui aime bien jouer un peu façon FKR, où on pose des règles et des trucs au fur et à mesure des besoins, je trouve ça très inspirant, quoi. Ça me donne envie de réessayer des expériences solo, en fait. Mais j'avoue, moi aussi, ça me donne envie, mais pareil, je me dis quand même que t'as pas l'attente des autres personnes en face de toi, donc il doit falloir avoir une certaine discipline pour s'y mettre, entre guillemets, surtout au début, quand t'as encore rien de prêt, donc du coup, tu te projettes pas genre, oh, vivement la suite, je me demande ce qui va se passer. Je me dis, il doit peut-être falloir se donner des objectifs dans le temps, ou quelque chose comme ça pour pallier au fait qu'il y a personne qui t'attend derrière, quoi. L'exercice de l'écriture, elle le fait pour des raisons qui lui sont propres, mais je pense que ça aide à valider des trucs. Si j'ai écrit quelque chose, ça y est, c'est canon, quoi. Ça fait un bullet point qui dit très clairement, j'ai sorti mon épée, c'est écrit, je peux plus revenir en arrière, tu vois. Alors en fait, elle peut toujours, en trichant, mais je veux dire, au moins tu valides des étapes, quoi. Très précis. Et t'en gardes une trace en plus. Oui, je parlais plus dans le sens plus générique de se lancer une partie. Ah pardon, oui d'accord, ok. Autant pour moi. Ouais, faut trouver le jeu qui t'inspire un peu, quoi. Iron Sword était quand même pas mal, moi c'est avec ça que j'avais fait. Et The Witcher, il l'a en mode solo, je crois. T'as un bouquin de jeu de rôle, mec? Non, c'est justement, je disais que à la fin, je vous demanderais bien des recos de JDR solo, quoi. Je suis vraiment pas un vendeur de papier, moi j'ai assez peu de recos, de trucs comme ça à faire, j'en consomme pas beaucoup. J'en ai un nom peut-être, t'en auras plus. J'en ai lu quelques-uns, mais il y en a aucun qui m'a vraiment fait me dire de lancer une partie, tu vois. Mais alors, premièrement, tu peux binger la chaîne de Imagine ton aventure et celle de Sambre JDR, qui sont deux chaînes YouTube qui font beaucoup de jeux de rôle solo. Ouais, mais pareil, encore une fois, il y a tellement de contenu. Tu vois, comment tu te dis, ok, bon, je vais me lancer sur ça. Bah, il y a des vidéos un peu tuto qui t'expliquent un peu les bases de quoi t'as besoin et tout. Et notamment sur la chaîne Imagine ton aventure, ils disent, tu peux prendre n'importe quel jeu, prends plutôt le jeu qui te fait kiffer et rajoute un oracle par-dessus, quoi, pour avoir un mode de jeu solo. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Je pense qu'il vaut mieux se laisser guider par l'univers que par ce jeu est bien prévu pour être joué en solo, quoi. Ah, mais pour y débuter quand même, est-ce que c'est pas facilitateur d'avoir un petit cadre? Un cadre de règles, tu veux dire? Ouais, tu vois, qui t'amène, comme on disait, à se poser les questions au bon moment, ou ce genre de choses. Je sais pas si ça existe vraiment. Je sais pas, mais je parierais que il vaut quand même mieux être attiré par l'univers quitte à bricoler les trucs qui te manquent après. Okay. Franchement, avec un D20 qui répond oui, non à toutes tes questions ou une boule magique, tu fais quand même à peu près tout, hein. Ouais, mais il faut avoir un minimum de connaissances en création d'une narration, d'enjeux et ce genre de choses, tu vois. Enfin, tu peux pas partir comme ça au pied levé. Bah, je sais pas, regarde, t'as fait l'exercice de te poser une question sur un extrait de 1 minute qui était pas spécialement propice, t'en as trouvé une, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous voulez une petite goutte de dessert ou on passe au jaja? Il va falloir qu'on passe au Dijon, sinon on terminera jamais. Ah oui, pardon, j'avais pas vu l'heure. Mais c'est le dernier épisode. Et bah, petit digestif, petit jingle à la régie s'il vous plaît, et on se boit un coup. Vodka martini. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais est-ce que t'as passé un bon moment en compagnie de Ita? J'étais entre de très bonnes mains. Merci pour l'accueil. Oui, c'était très cool. Merci d'être venu. Ouais, merci à toi. C'était hyper cool. On s'était parlé qu'une fois, mais j'avais hâte de t'entendre et de faire de l'analyse de JDR, là. Ça m'a régalé. Qu'est-ce que tu retiens, un truc que tu retiens de cette émission? Une envie, un sujet? Ce que je retiens, c'est que, bon, ça je le retiens déjà, mais que j'ai beaucoup à apprendre, typiquement. Comment dire? Ça change toutes les perspectives sur le jeu
jeu de rôle, le fait de découvrir ça. Parce que même en actual play, j'en ai consommé pas mal, mais j'ai jamais consommé d'actual play solo. Et c'est vrai que ça me fait découvrir un monde et une pratique qui, oui, je pense, est tellement complémentaire, mais qui me paraît aussi, par conséquent, vachement plus exigeante que de faire que le MJ ou que le joueur. Moi, je dirais pas que c'est plus exigeant. Au contraire, les enjeux sont beaucoup plus faibles. Au pire, si tu te plantes, il y a que toi qui es embêté. Rien que ça. Pas moi, c'est juste que c'est une des grosses angoisses. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas arriver, mettre tes pieds sous la table et attendre qu'on te tende des perches. Ah oui. En JDR solo, si tu fais ça, tu vas boire une bière. Donc, c'est... Non, mais comment dire? Typiquement, je fais le parallèle avec le bleed. Là, j'y ai pensé juste à la fin. Moi, les moments où j'étais le plus émue dans une partie de JDR, c'était pas forcément ce que mon personnage vivait, mais ce que je voyais que les autres vivaient à travers leur personnage. Et j'ai plus de mal à ressentir ce que ressent mon personnage, mais si je vois que par contre, quelqu'un en face, ça lui fait ressentir au taquet de choses, ce qui se passe, ce qu'on dit, les interactions, les actions, c'est là que ça me stimule et je suis vachement dedans, quoi, parce que je vois les réactions des autres. Plus d'empathie pour les autres que pour ton personnage, en général, tu veux dire? Ouais, je me suis rendu compte de ça récemment et un peu à regret, parce que je me dis c'est dommage, j'aimerais bien être un petit peu plus dans le ressenti immédiat de mon perso. Ça veut pas dire que je ressens pas de colère ou quoi que ce soit, mais typiquement devant un film, je vais avoir beaucoup de facilité à pleurer. Pour mon perso, je vais avoir beaucoup de difficultés à pleurer, mais si je vois le perso de quelqu'un en face de moi qui est en détresse, ça va me toucher vachement fort, quoi. Et si on ressent ça ensemble, parce que je sais pas, on est un frère et une sœur et on a tous les deux perdu notre père et donc du coup il se trouve que le frère est affecté, ça va m'affecter à travers ce que cette personne ressent en face. Et du coup je me dis là-dedans, le JDR solo, je sais pas comment je réussirais à ressentir cette intensité-là. Ça paraît pas gagné du coup, effectivement. Bah ouais. Jean Dano, t'as ça aussi, ce truc d'empathie plus facile à avoir pour les autres personnages que celui que t'incarnes? Alors oui, mais parce que les autres personnages, il y a des personnes derrière et du coup ça change beaucoup de choses. Ouais. Tu fusionnes dans ton esprit le joueur ou la joueuse et le personnage qui est entre les deux, quoi. C'est l'empathie. Donc je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis, mais d'un autre côté, la personne d'Imagine ton aventure a une vidéo sur le bleed et sur les moments hyper forts qu'elle a vécu en jeu de rôle solo. En tout cas, je me rappelle qu'elle le mentionne dans une vidéo. Et moi, j'avais un peu cette crainte de ça doit pas pouvoir arriver de la même manière quand tu joues tout seul. Je pense qu'elle trouve quelque chose, mais du coup, moi, ça me paraît alien aussi un petit peu, mais probablement que ça existe et que c'est très très fort ou aussi fort que ce qu'on connaît, quoi. C'est quoi toi ta position sur le... En fait, il va falloir que je m'interroge dans les semaines qui viennent parce que je sais pas, instinctivement comme ça, je crois pas que je ressens plus facilement des choses pour les autres personnages que pour le mien. Mais je peux pas dire que ce soit genre pour le mien en priorité pour autant, tu vois. Il faudra que je m'observe un peu. S'il y a des réactions dans les commentaires après l'épisode, je dirais que je ferais bien un sondage, tu vois. Parce que toi, tu viens de l'école du GN et le GN, c'est vrai que c'est une expérience paradoxalement qui est très introspective. Ouais. Et je comprends, du coup. Peut-être que tu vis le bleed de cette manière-là. Parce qu'effectivement, je te dis que ça me paraît un petit peu alien, mais en même temps, je comprends que ce que c'est que de vivre un GN et de vivre quelque chose d'extrêmement fort à l'intérieur de toi dans le cadre d'un GN, quoi. Même s'il y a peut-être 30 autres personnes qui sont en train de le faire de la même manière sur eux-mêmes, mais c'est peut-être plus ce truc-là que tu vas le retrouver dans le jeu de rôle solo, quoi. Ouais, il y a peut-être une quête, je sais pas comment dire, mais quand je suis MJ, j'essaie de vibrer à l'unisson des gens qui vibrent dans le dispositif que j'ai mis en place. Quand je suis à une table, j'ai peut-être une quête plus masturbatoire, plus auto-centrée de trouver moi une immersion directe. Si je suis tout le temps en train d'essayer de servir aux autres quelque chose, c'est un exercice qui est agréable si tu veux, mais je pense que je suis concentré sur mon orgasme un peu, peut-être quand je joue. T'as jamais été surpris du coup par justement des personnages qui peut-être étaient aussi concentrés sur leur propre plaisir, mais qui au final ça transpire tellement qu'ils ressentent. Ça m'empêche pas d'avoir de l'empathie pour d'autres, et il y a des parties où ce que j'ai retenu c'est l'histoire de quelqu'un d'autre à la table. C'est arrivé, je n'y suis pas insensible, c'est juste que c'est pas mon point d'entrée le premier. Je le conçois pas, je le pense pas comme vous aujourd'hui, mais je vais m'observer du coup, ça m'intéresse. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, ou voilà, on verra. Des news en saison 2. Jean Dindon, un petit mot? Oui.
C'était le mot, c'est oui. Tu veux dire au revoir à nos auditeurs? Et oui, c'est vrai, c'est une saison de Bon Appé qui se conclut, c'est terminé. J'ai rien à dire aux auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Mais merci de nous avoir accompagnés sur ce dernier épisode, encore une fois. Merci de l'invitation. J'ai bien mangé, en bonne compagnie. Moi aussi, c'était un bon petit oui trouvé au hasard. J'ai senti tout de suite que ça allait être super. Merci à Ita du coup de nous avoir accueillis dans son resto pour ce dernier épisode de Bon Appé. Je vous souhaite à tous une très belle année 2026. Cet épisode sortira peut-être en 2027, on verra avec la régie. Je vous embrasse, merci beaucoup. Retrouvez-nous sur le Discord et des bisous. J'ai une outro spéciale. Attendez. Oui. Après mon dernier repas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse au ripaille ailleurs que sous mon toit. Oh là là, mais ça fait super tragique, genre le dernier repas, quoi. J'ai découvert la chanson aujourd'hui. La dépression. Ça va sinon? Inaccessible. Étoile. Oui. Ouais, moi ça va super. Ouais, ça va super. C'était trop bien de pas connaître la paix en vrai. Et Metz, c'est hyper agréable de t'avoir, mais je m'en doutais. Je t'ai entendu débriefer 10 minutes et après j'ai dit à Jean-Bernard, on invite pas. Ça, c'est véritablement passé comme ça. Ah bah trop bien, merci beaucoup. Parce que j'ai pas trop